Cher public de la Maison Heinrich Heine, présent dans notre salle Alfred Grosser à Paris et devant les écrans. Bienvenue à notre nouvelle table ronde organisée dans le cadre du cycle Questions géopolitiques en collaboration avec l'association Réalité et Relations internationales, ARRI, présidée par le professeur David Capitan, ici présent, et le site Boulevard Extérieur. Le thème que nous vous proposons ce soir est intitulé « L'Union européenne et les Balkans dans le nouveau contexte géopolitique ». L'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale en 2004 et 2007, suivie de celle de la Croatie en 2013, s'est révélée plus délicate que prévu et a apporté un bémol à l'optimisme de ses promoteurs. La persistance de la corruption dans plusieurs nouveaux États membres, les atteintes diverses à l'état de droit, la difficile mise en œuvre de l'acquis communautaire, les difficultés à forger une position homogène de l'Union européenne face aux défis extérieurs ont conduit la Commission et plusieurs anciens États membres, dont la France, à souhaiter une pause dans le rythme des nouvelles adhésions qui se profilaient. 6 pays des Balkans occidentaux, tous issus de l'ex-Yougoslavie, sont désireux de rejoindre l'Union européenne, à l'exemple de la Croatie. Certains se sont vus reconnaître le statut de pays candidat, d'autres non, comme la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Les négociations n'avancent que très lentement dans un contexte marqué par un durcissement des conditions à remplir pour l'intégration à l'Union européenne. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de cette année, en créant un nouveau contexte géopolitique, a brutalement changé la donne. La Commission et le Conseil ont réouvert le dossier des adhésions et accordé en urgence le statut de candidat à l'Ukraine ainsi qu'à sa voisine, la Moldavie, partiellement occupée par les troupes russes depuis 1992. Cette procédure express a suscité l'incompréhension et la frustration auprès des pays des Balkans de l'Ouest, dont certains, comme le Monténégro, sont en négociation avec l'Union européenne depuis 2012. La Grèce et plusieurs États membres d'Europe centrale, dont l'Autriche, ont appelé en juin 2022 à une relance des discussions avec ces pays, mettant en avant le potentiel de déstabilisation de la Russie et l'influence grandissante de la Chine et de la Turquie dans la région. Dans ce contexte, quelles sont les tensions et les freins à l'intégration européenne qui persistent? L'idée d'une communauté politique européenne visant à donner une perspective aux pays candidats est lancée par la présidence française en mai 2022. A-t-elle une chance crédible de convaincre les 27 et les pays des Balkans occidentaux? Voilà esquissé rapidement les termes du débat qui va nous occuper ce soir. Pour traiter cet épineux dossier, nous avons fait appel à des spécialistes reconnus des Balkans, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Madame Marie-Janine Kalic, professeure d'histoire de l'Europe de l'Est et du Sud-Est à l'Université de Munich. Merci d'être venu cet après-midi de Munich. Monsieur Adis Ahmetovic, député du SPD au Bundestag et rapporteur pour les Balkans occidentaux. Il nous rejoint par Berlin. Il n'a pas pu se déplacer, mais je vous remercie de participer quand même par Zoom. Merci. Madame Teuta Vudo, que nous attendons encore, co-directrice du département des affaires européennes et étrangères du think tank Letteri à Paris. Et ensuite, Monsieur Laurent Gélin, rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans. Merci tous d'être venus. Et comme d'habitude, notre débat sera animé par le professeur David Capitan, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que notre public connaît bien et
Je remercie David Capitan d'avoir encore une fois accepté la tâche de modérateur qui remplit à merveille. Merci. Merci, chère Christiane, de ces mots introductifs et de l'organisation de cette conférence qui s'inscrit dans une série de conférences qu'organise la Maison de l'Allemagne sur les questions européennes. Et il est important, eu égard à la place respective de la France et de l'Allemagne dans l'Union européenne, eh bien d'avoir l'occasion de confronter sur ces thématiques communes les points de vue qui sont issus de chacun des paysages scientifiques, politiques, journalistiques de nos deux pays. La question des Balkans, et vous l'avez rappelé, est une question tout à fait centrale qui intéresse à de nombreux égards. Historiquement, les Balkans ont toujours été un endroit de faiblesse, peut-être, de la construction européenne. Bonjour madame, je vous en prie, prenez place. Et longtemps, les grandes puissances, avec les formes particulières qui ont été les leurs au cours de l'histoire, se sont un petit peu opposées autour de ces Balkans et ont laissé des Balkans tout de même très divisés, avec des populations mélangées, avec des intérêts et un sentiment national exacerbé. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est la question de l'élargissement, de l'intégration éventuelle de ces pays des Balkans dans l'Union européenne qui se pose. Alors nous avons déjà la Grèce et la Bulgarie qui font partie des Balkans, si on veut les envisager largement. C'est donc plutôt les Balkans occidentaux qui nous intéressent, l'ex-Yougoslavie, l'Albanie notamment, qui sont au cœur de la réflexion. Ce sont évidemment plusieurs questions qui se posent et sur lesquelles les réponses apportées traditionnellement par la France et par l'Allemagne sont parfois un peu divergentes. Quel est le calendrier d'une telle intégration ? Une telle intégration est elle-même souhaitable ? Et si l'on considère qu'elle est souhaitable, à quelle échéance ? Dans quel cadre ? Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de mettre en place une communauté politique particulière. Peut-être faudra-t-il en tout cas réfléchir à l'évolution des traités. Et puis, je crois que les citoyens européens actuels, les citoyens de la France, de l'Allemagne, se posent aussi la question de savoir comment politiquement il conviendra d'intégrer ces pays au sein de l'Union européenne. Questions telles que les questions de l'état de droit, par exemple, eh bien, nous posent beaucoup de réflexions avec la Hongrie, avec la Pologne. Alors, est-ce que ces questions se multiplieront si on intègre la Macédoine, l'Albanie et d'autres pays encore de l'Union européenne ? Donc, beaucoup de questions, je crois, qui se posent, beaucoup d'interrogations et des interrogations qui reposent aussi sur l'histoire relativement longue des Balkans. C'est autour de toutes ces questions que, malheureusement, dans un temps toujours limité, nous allons essayer d'apporter quelques réponses. Et alors, je voudrais me tourner peut-être dans un premier temps vers le professeur Kalic, professeur d'histoire à l'université de Munich, à la LMU, qui, c'est le privilège des historiens, aborde l'actualité, non pas avec la surprise de ceux qui, comme nous, se contentent de lire la presse, mais avec une connaissance très longue des évolutions historiques. Et peut-être voudrez-vous nous donner quelques éléments d'analyse qui sont issus justement de l'histoire de cette région. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Ihr Interesse am westlichen Balkan, ein Thema, was in den letzten Monaten wieder eine große Dringlichkeit bekommen hat. Ich möchte heute gar nicht so tief in die Geschichte abtauchen, sondern 3 Punkte betrachten. Der erste betrifft die Wirkungen des Ukraine-Krieges in der Region. Der zweite Punkt betrifft was ich nenne, das Konfliktdreieck, Serbien, Bosnien, Kosovo. Und mein dritter Punkt betrifft die Rolle der Europäischen Union. Es mag niemanden überraschen, dass die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine auf dem westlichen Balkan furchtbare Erinnerungen hervorgerufen haben an die Ereignisse der 90er Jahre, die alles andere als aufgearbeitet sind. Das hat zu einer Wiederbelebung alter Traumata geführt, damit auch zur Wiederbelebung von
Misstrauen und in gewisser Weise auch einer neuen Kriegsangst. Die russische Propaganda ist nicht erst seit dem Krieg, auch in den Monaten, eigentlich Jahren zuvor, muss man sagen, in den Ländern sehr aktiv gewesen, besonders in denen mit orthodoxer Bevölkerung, also Serbien, unter den bosnischen Serben, auch in Nordmazedonien und in Montenegro. Russland hat seinen Einfluss stetig ausgebaut, politisch, wirtschaftlich und informell. Der Ukraine-Krieg hat beträchtliche wirtschaftliche Folgen in der Region, direkte Folgen und indirekte. Die direkten sind sichtbar, so wie bei uns, steigende Inflation, Energieknappheit und so weiter. Aber es gibt auch indirekte Folgen und die betreffen die drohende Rezession in der Europäischen Union. Denn die Europäische Union ist der wichtigste Handelspartner für die Westbalkanstaaten. Und wenn die Wirtschaft in der Europäischen Union schrumpft, betrifft es indirekt auch die Länder. Jetzt hat sich eine gewisse Enttäuschung breit gemacht. Die ist nicht ausgesprochen angesichts der Tatsache, dass die EU so offen auf die Ukraine zugegangen ist und ihr den Beitrittskandidatenstatus in Aussicht gestellt hat. Einen Schritt, für den die Westbalkanstaaten mittlerweile schon 20 Jahre brauchen. Über Freizügigkeit ist damit noch gar nicht gesprochen. Alles in allem muss man sagen, dieser Ukraine-Krieg hat die Lage in der Region nochmal erheblich kompliziert. Sie hat auch neue Spannungen hervorgerufen und alte Probleme verschärft. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, der Konfliktlage in der Region. Der Schlüssel der Stabilität und Instabilität auf dem Balkan ist Serbien. Aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner geostrategischen Position und aufgrund der Tatsache, dass es serbische Bevölkerung auch in den Nachbarstaaten Serbiens gibt. In Serbien hat Präsident Vučić ein quasi autoritäres System geschaffen, ähnlich wie Viktor Orban in Ungarn. Er kontrolliert einen großen Teil der Medien und des öffentlichen Raumes. Es gibt freie Wahlen, es gibt freie Medien in Serbien, es gibt eine Opposition, aber diese hat geringe Gegenmacht. Vučićs System ist, was man wohl kompetitiv autoritär nennen müsste, also im Kern autoritär, obwohl es gewisse Elemente gibt, und klientelistisch. In einem Teil des nationalistischen Spektrums in Serbien hat in den letzten Monaten die Rede von der sogenannten serbischen Welt die Runde gemacht. Das lässt tatsächlich an Putin denken. Und der Ukraine-Krieg hat ein gewisses Déjà-vu ausgelöst. Auch Putins Anspruch auf die Nachbarländer. Wir denken an die 90er Jahre und jetzt ist dieses Konzept der serbischen Welt im Umlauf, was das alte Konzept Großserbien scheinbar ersetzt. Und dabei geht es um den vermeintlichen Schutz der Serben in der Region, wo immer sie leben. Montenegro ist eingeschlossen, Bosnien, Kosovo und so weiter. Also es steht die Vereinigung aller Serben im Raum. Es ist klar, dass dieses Ziel nicht unmittelbar zu erreichen sein wird und auch nicht mit kriegerischen Mitteln, so wie in den 90er Jahren. Aber als politische Vision ist es präsent. Das hat schlimme Auswirkungen in Bosnien, ein kleines Land, das gerade auf die Wahlen zugeht. Im Oktober stehen Wahlen an in diesem Land, in einer sehr schwierigen Situation, denn der Prozess, den der Dayton-Vertrag angestoßen hat, ist praktisch zusammengebrochen, behaupte ich. Alle drei Staatsvölker, die bosnischen Serben, die Kroaten und die Bosniaken, fordern
eine Neuorganisation des Staates, der Verfassung und des Wahlrechts, aber jeder zieht in eine andere Richtung. Besonders gefährlich sind die Sezessionsbestrebungen der bosnischen Serbenrepublik, die den hohen Repräsentanten zu der Äußerung gebracht haben, wir haben es mit der, wie er sagte, größten existenziellen Bedrohung des Staates seit Kriegsende zu tun. Auch in Kosovo ist die Lage in den letzten Monaten wieder gespannt. Es steht immer noch die Frage im Raum, ob Kosovo ein unabhängiger Staat sein darf, was Serbien bestreitet und übrigens auch 5 EU-Staaten nicht anerkannt haben. Die Europäische Kommission hat schon vor 10 Jahren einen sogenannten Dialogprozess angestoßen, der zur Normalisierung führen soll. Viele praktische Ergebnisse hat er bislang nicht gebracht. In den letzten Tagen ging durch die Presse, ich muss sagen, das Gerücht, es gebe einen neuen deutsch-französischen Plan, der auf Anerkennung und dann spätere Aufnahme in die EU der beiden Staaten, eigentlich aller Westbalkanstaaten, hinausläuft. Was da wirklich dran ist, wissen wir nicht. Wir haben es hier mit, ich sage, eingefrorenen Konflikten zu tun. Ich denke nicht, dass die Gefahr einer großen militärischen Konfrontation droht. Dazu haben die Parteien in Bosnien und auch im Kosovo weder den politischen Willen noch die militärischen Mittel. Wir haben heute eine ganz andere geostrategische Situation als in den 90er Jahren. Nicht zuletzt deshalb, weil auch die Nachbarstaaten Serbien und Kroatien als Kriegsparteien praktisch ausscheiden. Kroatien ist EU-Mitglied, Serbien verhandelt über den Beitritt. Und nicht zuletzt haben wir internationale Friedenstruppen in beiden Ländern vor Ort. Nichtsdestoweniger stellt sich die Frage, wie aus dieser Situation herauszukommen ist. Und das bringt mich zum letzten Punkt der EU. Die EU hat sich in den letzten Jahren leider als mal wieder uneinig und handlungsunfähig gezeigt. Das haben wir gesehen in Bezug auf die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien, die eigentlich schon 2018 anstanden. Dann gab es ein Veto und noch ein Veto. In letzter Zeit ist also Bulgarien nach Griechenland. Wegen Griechenland hat Mazedonien seinen Staatsnamen ändern müssen in Nordmazedonien. Dann meinte Frankreich und ein paar andere Staaten, dass die EU doch noch nicht reif sei für den Beitritt. Und dann meinte Bulgarien, dass die bulgarische Geschichte so wichtig sei, dass Nordmazedonien Verhandlungen nicht beginnen dürfte. Also erst im Juli diesen Jahres hat endlich die erste Beitrittskonferenz stattgefunden mit Nordmazedonien und Albanien und tatsächlich im Wesentlichen ausgelöst durch die Ereignisse in der Ukraine und die politische Notwendigkeit, etwas mit der Ukraine und der Republik Moldau zu machen. Das hat diesem Balkanprozess einen gewissen Impetus gegeben, allerdings nicht mehr Glaubwürdigkeit. Und das ist auch, glaube ich, immer noch das größte Problem. Dieser Mangel an Glaubwürdigkeit führt auch dazu, dass die EU-Konditionalität ein schwaches Instrument ist. Wir haben zu Beginn des Südosterweiterungsprozesses gesehen, dass die Konditionalität gut gewirkt hat, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal, zum Beispiel Reformen, gut nachbarschaftliche Beziehungen. Davon ist nicht viel übrig geblieben, weil die Karotte, nämlich der EU-Beitritt, in so weite Ferne gerückt ist, dass es keinen direkten Nutzen geben würde, wenn man sozusagen, auch jetzt wenn Serbien dieser Konditionalität nachgeben würde, hätte es also keinen unmittelbaren Gewinn davon.
Wir wissen alle, dass diese Situation der EU-Schwäche von anderen Mächten ausgenutzt wurde und wird. Ich habe Russland genannt, aber es gibt andere. Islamische Staaten sind sehr aktiv. In den Ländern, wo islamische Bevölkerung ist ein Prozess der Reislamisierung in Gang. Und das ist weniger problematisch in Bezug auf die Religion, sondern im Hinblick darauf, dass unterschiedliche islamische Staaten unterschiedliche Interessen in die Region hineintragen und dort Stellvertreterkonflikte austragen. China ist ein Land, was sehr aktiv ist. Stichwort Neue Seidenstraße. Vielleicht kommen wir später noch drauf zurück. Ich schließe, weil wir haben noch eine weitere Runde und auch noch mehr Redner, mit dem Hinweis, dass es an Vorschlägen, den Erweiterungsprozess zu beleben und zu reformieren, nicht gefehlt hat. Es liegen viele Vorschläge auf dem Tisch, zuletzt einer auch aus Frankreich. Ich möchte jetzt an der Stelle eigentlich nur so viel sagen, dass ich diese Vorschläge für wenig konkret und auch was den Balkan antrifft, für nicht sehr aussichtsreich halte. Und vor allem aus der Sicht der Balkanländer ergibt sich doch immer auch die Gefahr, dass mit diesen alternativen Vorschlägen eigentlich der Versuch verbunden ist, diese EU-Erweiterung wieder, das Versprechen wieder rückgängig zu machen und einen quasi Ersatzraum zu schaffen, der die Balkanländer und dann die Ukraine und wer da noch ist, von der EU fernzuhalten. Das ist fatal, denn dieses Beitrittsversprechen steht seit 1999, erneuert dann in Thessaloniki 2003. Ich mache hier einen Punkt und freue mich auf die Interventionen meiner Kollegen. Merci beaucoup, chère madame. Je vais vous demander simplement d'éteindre le micro parce que, voilà, merci. Merci pour cette première présentation donc, qui nous a dressé un paysage global des anciens pays de la Yougoslavie, des tensions qui les animent, du rôle de la Serbie, évidemment un peu central dans tout cela, et qui nous montre aussi l'intérêt d'une adhésion à l'Union européenne avec les difficultés qu'elle peut rencontrer en France et en Allemagne. Je voudrais me tourner maintenant vers Madame Vaudot, qui eh bien, peut-être voudra nous donner un point de vue complémentaire. Je crois que vous connaissez bien l'Albanie aussi, qui n'était un petit peu en dehors du périmètre de l'ex-Yougoslavie, qui présente peut-être des particularités sur lesquelles il est utile d'insister. Puis au-delà de ça, la réflexion qui est la vôtre au sein de ETERI vous amènera peut-être à nous apporter un complément d'information sur cette problématique. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je m'excuse de ce retard. J'étais prise par une autre réunion, donc je ne pouvais pas être ici à l'heure. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette table ronde qui va nous permettre de un petit peu réfléchir surtout sur la perspective européenne parce que de pays de Balkans. En fait, très souvent, qu'est-ce qu'on a pris un petit peu comme acquis parce que c'était déjà reconnu dans l'Union européenne et par les hauts fonctionnaires de l'UE et qu'il y a une perspective européenne de pays de Balkans. Tandis qu'il y a des pays comme Kosovo, comme Madame la professeure l'a déjà mentionné, qui n'est pas reconnu encore par 5 pays européens. Donc, tout d'abord, oui, il faut mettre un petit peu l'accent sur le fait s'il y a une vraie perspective sur tous les pays de Balkans maintenant que on est en train de discuter sur cela. En fait, l'Union européenne a exigé de pays de Balkans, évidemment, tout d'abord, tout ce que ça concerne la matière de système judiciaire, lutte efficace contre la corruption, droits fondamentaux, donc tout ce que ça peut rassembler dans la catégorie de critères de Copenhague. Évidemment, les critères politiques pour les pays de Balkans sont beaucoup plus en premier plan par rapport aux critères économiques. Évidemment, ça c'est lié aussi à leur passé, à de conflits ethniques.
aussi de problèmes avec les minorités. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des instruments juridiques qui sont mis en place par l'Union européenne. Des instruments qui étaient là spécifiquement pour ces pays candidats actuels. Donc, ce n'était pas le cas auparavant, surtout avec les pays de Méditerranée dans les années 80. Par exemple, déjà là, c'était un processus beaucoup plus simple, vu que plus ou moins on avait pris en compte le fait qu'ils étaient dehors une dictature comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Donc, l'Union européenne, pour la première fois, a articulé, c'est vrai, la notion politique et les critères politiques et les critères démocratiques pour devenir membre de l'Union européenne. Mais évidemment, c'est surtout avec les pays de l'Est que a raffiné un petit peu plus le mécanisme pour devenir membre de l'Union européenne. Moi-même, j'ai servi aussi en 2018 en tant que vice-ministre de la Justice. J'étais responsable pour le chapitre 23 sur la réforme de la justice, qui c'était au cœur de l'adhésion un de ces critères essentiels. Et donc, oui, c'était surtout tout d'abord le Pays-Bas et puis la France qui ont mis le veto l'un après l'autre. Évidemment, et ici, il faut une volonté politique parce que il y a des critères qui sont très difficiles à accomplir d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, je parle ici de l'Union européenne, il faut évidemment une volonté politique pour que ces pays candidats peuvent avancer. En fait, qu'est-ce que ça montre si leur agenda avance ou pas? C'est très difficile. Moi, j'ai mis l'accent à plusieurs reprises sur le fait que sur les critères économiques, c'est beaucoup plus facile parce que on peut lire un petit peu les chiffres et garder dans les index si un pays a avancé ou pas, tandis qu'avec les critères politiques, il faut vraiment faire référence à un petit peu tout ce que c'est une analyse qualitative. Évidemment, la Commission européenne a tout un département qui s'occupe de ça. Donc, ils font pas référence tout simplement au Conseil de l'Europe ou d'autres index comme le Freedom of House, Transparency International, mais évidemment, ils ont eux-mêmes des acteurs qui sont sur place et qui évidemment ont des entretiens avec les acteurs politiques, soit de gouvernement, de l'opposition, de la société civile, journalistes, etc., pour évaluer s'il y a un vrai avancement de l'agenda. Mais évidemment, c'est très difficile de évaluer si un pays est prêt sur qu'est-ce qu'il concerne les critères politiques. Et c'est pour cela que il faut tout d'abord, il y a certains facteurs en fait qui sont liés à ce manque d'incitation à investir dans les capacités administratives et qui sont identifiés comme la principale source d'une mauvaise mise en œuvre. En fait, si on doit répondre à la question quelle est l'efficacité des mécanismes de l'Union européenne pour influencer un candidat actuel de l'Union européenne? Eh bien, évidemment, il y a une analyse de l'impact de la diffusion de normes de l'UE dans le Balkan occidental via les conditions et la mise en œuvre. Donc, d'une part, on a le cadre législatif. Et là, évidemment, on a une volonté de part des acteurs locaux pour mettre en place tout ce que c'est l'acquis communautaire. C'est un travail qui est en train de se faire et une bonne partie est déjà faite. Je prends par exemple l'exemple de l'Albanie qui a fait une véritable réforme de la justice à partir de 2017 et a
en fait changer un tiers de sa constitution pour que tous les acteurs judiciaires, procureurs, juges et les autres acteurs judiciaires peuvent passer dans un processus de vetting, dans une sorte de scanning avec 3 critères. Et en fait, on a vu les résultats. À peu près 60% des acteurs judiciaires n'ont pas passé ce processus. Et ça veut dire évidemment qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le processus et dans le système judiciaire pendant ces 3 décennies. Mais évidemment, la crédibilité de l'élargissement déclaré, donc la voie d'adhésion, reste quand même à être questionnée. Parce qu'en fait, il y a 2 variables principales de crédibilité. Tout d'abord, la détermination, la cohérence et la clarté de conditions d'adhésion. Et la deuxième, c'est la certitude de la promesse d'adhésion lorsque ces conditions sont remplies. En fait, on a très bien mentionné les 2 pays, l'Albanie et la Macédoine du Nord. Je vous rappelle que le cas de Macédoine du Nord est que a décidé même de changer son nom. Donc il y avait une volonté claire et nette pour que l'agenda de l'Union européenne pouvait avancer. Mais quand même, de part de l'Union européenne, il n'y a pas eu un retour. Il y a eu quand même une veto. D'un côté, oui, on comprend que tout ce que c'est agenda élargissement, ce n'est pas populaire, ce n'est pas du tout uniquement que les citoyens européens, par exemple les citoyens français, veulent entendre, vu qu'il y a pas mal de difficultés et de problématiques au sein de l'Union. Mais de leur côté, oui, c'est vrai, ce sont 2 pays qui ont beaucoup de questions par rapport à cette crédibilité. Est-ce que, en fait, c'est ça la question qu'ils se posent, est-ce que après qu'on a accompli ces critères, il y aura une voie, il y aura un avancement? C'est vrai que le juillet de 2022, il y a eu un feu vert pour que les négociations s'ouvre avec la Macédoine du Nord et avec l'Albanie. En fait, c'était à peu près, après plusieurs reprises, après plusieurs veto, tout d'abord, c'était le Pays-Bas, la France et puis la Bulgarie, évidemment. C'était le pays qui encore menace de bloquer l'agenda de Macédoine du Nord. Et en fait, on se trouve devant une autre approche de l'élargissement. En fait, je profite aussi pour mentionner que président Macron, il a mentionné à plusieurs reprises une nouvelle méthodologie. La méthodologie, ça veut dire qu'il y a une totale 35 chapitres de l'UE, donc les pays candidats doivent ouvrir et négocier sur les 35 chapitres, par exemple le chapitre sur les droits fondamentaux, justice, transport, agriculture, etc. Mais chaque pays membre de l'UE peuvent questionner et peuvent avoir de questions différentes, de demandes différentes sur qu'est-ce qui concerne les critères et ajouter d'autres demandes. Et ça veut dire évidemment qu'il y aura une prolongation de négocier tous ces chapitres. Évidemment, c'est trop technique et il faut quand même une volonté politique. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu pas mal de questions qui se sont posées de la classe politique de pays de candidats. Pas seulement de l'Albanie et de Macédoine du Nord, mais aussi d'autres pays comme la Bosnie et le Kosovo qui sont encore beaucoup plus en arrière. Et évidemment, ici, on se demande sur quelle nouvelle approche on pouvait pratiquer. Encore cette année-ci, président Macron a encore proposé une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie pour un petit peu distribuer la responsabilité au sein des autres pays membres. Donc, d'un côté, oui, c'est la France et l'Allemagne, les 2 pays qui sont le moteur décisif pour
prendre les grandes décisions, surtout pour qu'est-ce qui concerne l'élargissement. Mais évidemment, c'est important que les autres pays, et on l'a vu par exemple dans le cas de la Bulgarie, pouvaient avoir une voix pour mettre en question certains critères. Donc, ce sont deux obstacles qui sont vrais, qui sont là et posent beaucoup de problèmes pour l'avenir de l'élargissement. En fait, le dossier élargissement, c'était considéré pendant plusieurs années le dossier qui avait plus de succès de part de l'UE. Donc, ce n'était pas juste une union économique, mais c'était quand même une moteur de la démocratie. Donc, tous les critères politiques qui, en fait, sont tellement catégorisés par de critères et de mécanismes beaucoup plus structurés qu'auparavant, ont fait évidemment que les pays qui se trouvent maintenant, qui sont deux pays candidats, peuvent évidemment se préparer auparavant. Déjà, l'ancien président de la Commission européenne, Juncker, il a mentionné qu'il n'y aura pas un élargissement jusqu'à la fin de son mandat. Et en fait, oui, c'était vrai, jusqu'à 2019, il n'y a pas eu d'avancement. D'un côté, parce qu'il voyait que les pays candidats n'étaient pas prêts, mais de l'autre côté, oui, c'est vrai aussi que il voyait qu'il n'y avait pas une volonté ni de la classe politique de pays membres, mais aussi ni de citoyens européens. Donc, qu'est-ce que c'est important? Et ici, je termine pour laisser un petit peu aussi d'espace aux questions. Qu'est-ce que c'est important? Et tout d'abord, de mettre l'accent sur la définition même de l'élargissement, sur tous les avantages qu'ils ont donnés aux pays membres actuels et aussi sur les négociations même. Donc, le fait de ne pas avoir peur de s'élargir et de ne pas garder les pays candidats comme des pays qui considèrent l'Union européenne comme une sorte de territoire où ils vont déménager, entre guillemets, dans le futur. Donc, je pense que c'est un agenda qui a un succès formidable avec tous ces hauts et les bas et peut encore être le moteur de la démocratie dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup de ce point de vue plus précis qui nous plonge dans les questions d'adhésion, la technique aussi de l'adhésion qui est de nature à permettre aux points de vue différents des États de l'Union européenne de se coordonner et également d'opérer le rapprochement de la législation et de l'organisation des sociétés des pays qui veulent adhérer. Vous avez insisté beaucoup, et Mme Kalsik l'avait fait également auparavant, sur la question de la crédibilité de l'Union européenne, et donc face à ces procédures qui durent toujours plus, et ces réticences qui ne sont jamais complètement terminées. Si les calendriers durent, si les procédures s'allongent, c'est aussi que les réticences qui existent au sein des pays de l'Union européenne n'ont pas complètement disparu. Et alors, je voudrais me tourner vers M. Gélin, qui est un observateur très fin de ce qui se passe dans les pays des Balkans, à travers la gestion du courrier des Balkans, qui, depuis de nombreuses années maintenant, permet en France et au-delà d'avoir des informations très précises. Comment peut-on envisager ces réticences des pays européens? Il me semble qu'elles sont de deux natures. L'une, c'est cette opposition permanente entre tous ces États des Balkans, qui ne sont pas très grands, si on les prend l'un à côté de l'autre. Nous allons, avec l'association ARI, la semaine prochaine en Macédoine du Nord, c'est moins de 2 millions d'habitants. Et finalement, les pays eux-mêmes n'arrivent pas à s'accorder, donc les Européens se disent, mais quelles sont les raisons de ces querelles permanentes? Alors, est-ce qu'elles sont réelles, ou est-ce que nous en avons une vision un peu trop poussée? Et puis l'autre élément, évidemment, de l'Union européenne face à ces États, eh bien, c'est de savoir si effectivement l'évolution, la modernisation
à la fois économique, politique, juridique, est effective. Et comme je le disais tout à l'heure, les expériences que nous avons eues avec la Hongrie, avec la Pologne, font que on est un petit peu réticent parfois à vouloir accueillir au sein de l'Union européenne des pays de ce genre. Alors, quel regard, quelle précision peut-on apporter à ce regard de béotien qui est le mien, mais qui est peut-être partagé par d'autres ici? Merci David Capitan, merci à tous d'être ici. Alors, avant de commencer, je voudrais juste signaler des événements extrêmement graves qui se passent en Ukraine, qui sont arrivés aujourd'hui, à savoir la décision des territoires sous occupation russe d'organiser des référendums pour rejoindre à terme la Russie. Donc ça nous place directement dans un contexte géopolitique extrêmement lourd, extrêmement chargé. Et il me semble qu'aujourd'hui, on passe encore une étape supplémentaire dans la course guerrière organisée par Poutine en Ukraine, et cela aura évidemment des répercussions très importantes dans tous les pays des Balkans. Alors, je vous envie d'aller en Macédoine, c'est un pays magnifique, et vous l'avez rappelé, l'ensemble des Balkans, on parle à peine de 20 millions d'habitants, ce qui est un nombre d'habitants tout à fait dérisoire. Et à ce titre, le sommet européen de juin dernier qui s'est déroulé et qui a accordé le statut de candidat à la Moldavie et à l'Ukraine a eu le mérite de remettre les compteurs à zéro. Le statut de candidat a été accordé à l'Ukraine, qui est un pays en guerre, à la Moldavie, qui est un pays divisé en deux entités. Vous avez la Transnistrie, qui est une république sécessionniste de la Moldavie, de facto indépendante depuis 1991. C'est un statut qui a été accordé à des pays dans lesquels les systèmes démocratiques sont certes fonctionnels mais fragiles. Les affaires de corruption en Moldavie et en Ukraine sont légion depuis de nombreuses années. C'est un statut qui a été accordé à des pays qui connaissaient même avant la guerre en Ukraine une forte émigration, travailleurs ukrainiens, moldaves qui viennent travailler en Europe. Et ça fait doucement rigoler au Kosovo quand on refuse d'accorder la libéralisation des visas aux citoyens kosovars sous prétexte que ces derniers seraient amenés à arriver massivement en Europe, quand dans le même temps on accueille 6 millions de réfugiés ukrainiens. Donc là je me place dans évidemment le point de vue de ces citoyens balkaniques. Donc j'ai pas d'opinion personnelle sur le statut accordé à l'Ukraine et à la Moldavie, mais ça confirme, et on le savait déjà, que ce statut de candidat est un acte avant tout politique. Et quand on veut le donner, on le donne, et ça se passe très bien et très rapidement. Et donc ce statut de candidat, de fait, est totalement déconnecté de la situation du terrain. C'est pas l'état d'avancement des différents pays des Balkans qui empêche ou accorde ce statut de candidat. Quand l'Europe veut le donner, elle le donne. Comment comprendre, si je me mets dans la position d'un citoyen du Kosovo, que l'on accorde le statut de candidat à un pays en guerre, donc l'Ukraine, de 45 millions d'habitants, quand on refuse la libéralisation des visas à un pays comme le Kosovo qui fait 2 millions d'habitants? Pour vous donner une idée, la présidente Osmani, la présidente du Kosovo, est arrivée au sommet européen en juin dernier. Elle a dû demander un visa, pour arriver à ce sommet européen. Alors, je vous rassure, ça ne veut pas dire que les négociations d'adhésion vont s'ouvrir rapidement avec l'Ukraine ni avec la Moldavie. On a des exemples très nombreux qui montrent que ça traîne pendant parfois des décennies. La Macédoine avait reçu avait le statut de candidat depuis 2005, l'Albanie depuis 2014, donc c'est un processus extrêmement long. D'ailleurs, les autorités françaises l'avaient rappelé au printemps dernier, froissant un peu les Ukrainiens en leur disant « vous inquiétez pas, l'intégration, c'est pas pour tout de suite ». Donc c'est un petit bonbon qu'on donne aux Ukrainiens et aux Moldaves. C'est d'ailleurs un signe qui devrait les inquiéter un peu quand on voit le temps que prennent l'ouverture des négociations pour les autres pays des Balkans. Alors, puisque l'ouverture de ces négociations et le statut de candidat est avant tout un acte politique, la question aujourd'hui c'est de savoir est-ce que le moment politique de la guerre en Ukraine est favorable aux pays des Balkans pour recevoir ce statut de candidat ou éventuellement l'ouverture de négociations. Alors a priori, comme ça, si on pose la question aussi simplement, a priori pas, puisque l'attention des Américains, des Occidentaux, des Européens est davantage tournée, et on le comprend en ce moment, vers les événements qui se passent en Ukraine. Dans le même temps, on a une crise économique sévère qui s'abat sur l'Europe en raison des sanctions lancées contre la Russie, en raison du blocage des produits agricoles en Ukraine. On a une augmentation des prix, une inflation très importante qui
ne manquera pas de renforcer les partis populistes dans tous les pays de l'Union européenne. On a vu les résultats des élections en France. On attend avec inquiétude le résultat des élections en Italie, qui vont se dérouler très bientôt, où l'extrême droite, a priori, est en avance dans tous les sondages. On a vu en Suède l'extrême droite qui va aussi également certainement entrer au gouvernement. Donc des signaux assez inquiétants qui, a priori, pourraient montrer que cette phase politique de la guerre en Ukraine n'est absolument pas favorable à une intégration des pays des Balkans à l'Union européenne. A contrario, on a d'autres signaux qui pourraient éventuellement laisser penser le contraire. La guerre en Ukraine a malgré tout ressoudé les liens entre les pays européens, entre les pays de l'Union. La Commission européenne a par exemple proposé de suspendre 7,5 milliards d'euros de financement si Budapest ne faisait rien pour garantir le bon usage des fonds européens. Donc pour la première fois, on a une commission qui tape du poing sur la table pour rappeler un peu à l'ordre Viktor Orban. Cette fermeté, la question qu'on peut se poser, c'est cette fermeté de l'Union, est-ce qu'elle va influer sur le comportement des satrapes locaux dans les Balkans, à savoir le président Aleksandar Vučić, à savoir le dirigeant nationaliste de Republika Srpska, Milorad Dodik, qui depuis des années, de fait, joue avec l'Union européenne. La position et la politique de M. Vučić est assez claire, c'est étouffer les droits et les libertés à l'intérieur de la Serbie, museler les médias, et puis jouer constamment sur sa position d'équilibriste entre l'Union européenne et la Russie. C'est-à-dire quand Bruxelles s'avise de lui donner des leçons sur l'état de droit, la liberté de la presse, etc., Vučić assez rapidement peut décider, par exemple, de faire des manœuvres militaires avec l'armée russe. Donc il joue constamment sur cet équilibre, ce balancier entre les deux blocs, en reprenant d'ailleurs certains éléments de la politique du maréchal Tito à l'époque yougoslave, mais c'est une autre époque. Donc Vučić, voilà, a toujours eu ce mouvement de balancier, et on peut se demander si cette nouvelle fermeté européenne pourrait l'amener, je dirais, à la table des négociations avec le Kosovo, puisqu'effectivement le différend entre le Kosovo et la Serbie est l'un des points noirs de la sécurité globale dans la région, et l'un des points noirs qui empêche peut-être une intégration plus rapide de ces États à l'Union européenne. Alors on a vu toutes sortes de gesticulations cet été sur l'histoire des plaques d'immatriculation entre le Kosovo et la Serbie, sur l'histoire des cartes d'identité, on pourra y revenir si vous voulez. Alors malgré tout, on a noté cependant des avancées ces derniers mois. Effectivement, la Macédoine du Nord et l'Albanie se sont vus autorisés à entamer les négociations d'adhésion avec l'Union européenne en suivant la nouvelle politique française, la position française. Pour ce faire, la Macédoine, on le disait déjà, a dû de nouveau faire des compromis extrêmement blessants pour toute une partie de sa population. Pour rappel, la Macédoine du Nord a pris le qualificatif du Nord pour solder un conflit qui l'opposait à la Grèce depuis l'indépendance de 1991. En gros, rajouter du Nord permettrait de la différencier le nom du pays de la région éponyme en Grèce. Voilà. Et aujourd'hui, la Macédoine se retrouve prise dans un autre conflit identitaire avec la Bulgarie voisine, la Bulgarie considérant que la langue et l'identité macédonienne ne sont pas réellement spécifiques, mais appartiennent à un monde bulgare un peu plus vaste. Donc on a des questions, malgré l'ouverture de ces négociations, qui vont se poser, puisque, comme vous le rappeliez, avec la nouvelle méthodologie, on va pouvoir avoir des négociations bilatérales entre un pays candidat et un pays de l'Union européenne. Donc la Bulgarie peut très bien bloquer les négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord à n'importe quel moment. Donc ça ouvre une boîte de Pandore extrêmement dangereuse. Par exemple, on peut imaginer dans un futur lointain que la Bosnie-Herzégovine ouvre à son tour des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, et on pourrait très bien avoir la Croatie voisine qui décide sur un prétexte ou sur un autre, de bloquer cette adhésion en prétextant, par exemple, les discriminations que subissent les minorités croates en Bosnie, etc., etc. Donc, malgré l'ouverture de ces négociations, on est quand même dans une phase relativement délicate, et ces négociations sont de plus appelées à durer
au minimum une dizaine d'années, disent par exemple les officiels albanais. Donc une perspective très très lointaine, quand on sait que la perspective européenne des Balkans occidentaux avait été confirmée en 2003 au Conseil européen de Thessalonique, donc ça fait déjà 20 ans. Donc là, on rajoute encore une décennie ou 2 décennies. Donc vous voyez que c'est un processus qui malheureusement est extrêmement long et qui finit par épuiser totalement les populations locales. Quand on parle aux gens dans les Balkans, il y a 10-15 ans, tout le monde était évidemment pour une intégration rapide à la famille européenne, ce qui voulait dire concrètement l'espérance d'une vie meilleure au niveau politique, au niveau économique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Pour vous donner les résultats d'un sondage en avril dernier en Serbie, 44% des sondés étaient contre l'entrée de la Serbie dans l'UE, 35% pour et 21% se disaient indécis ou refusaient de se prononcer. Donc, c'est ça qu'on a proposé depuis une trentaine d'années aux Balkans, c'est cette attente interminable qui dure et qui n'a réellement aucun terme envisageable. Hein, et ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, dans son discours prononcé le 9 mai dernier à Strasbourg, à l'occasion de la Journée de l'Europe, Emmanuel Macron avait proposé la création d'une communauté politique européenne. Donc, un pis-aller à l'intégration, certainement, une sorte d'association dont les contours ne sont évidemment pas spécifiés, mais en tout cas, une façon de faire attendre encore un peu plus ces populations et ces États balkaniques. Alors, la conséquence principale de ces hésitations, c'est bien sûr le maintien dans tous les pays de la région de régimes autoritaires, qui finalement sont le seul horizon possible pour ces populations, puisque l'horizon de l'Union européenne s'éloigne au fur et à mesure que les générations passent. Et quand on travaille dans la région, souvent les gens ils nous disent si l'Europe ne vient pas à nous, c'est nous qui irons en Europe. Et c'est ce qu'on assiste. C'est-à-dire que chaque année, des dizaines de milliers de citoyens de ces pays des Balkans vont travailler en Allemagne, en Suisse ou ailleurs, et ne reviennent jamais. J'ai fait des reportages dans des petites villes de Bosnie où vous avez des entreprises allemandes qui s'installent pour 2 semaines dans la ville et qui font passer des annonces en disant dans 2 semaines on veut 30 plombiers. Payés, logés, nourris, des cours d'allemand, 3 000 € de salaire dans un land allemand. 2 semaines après, la ville n'a plus de plombiers. Et donc là, on parle même plus de médecins, d'infirmiers, d'ingénieurs. On parle de boulangers, de plombiers, de routiers. Et donc, c'est une véritable catastrophe démographique qui menace la région si nous ne réagissons pas extrêmement rapidement. La Serbie, pour information, a perdu 1 million d'habitants depuis 1991. Alors, il y a une conjonction d'une natalité faible et d'une émigration extrêmement forte, mais la population serbe aujourd'hui, c'est 6,9 millions d'habitants. C'était 1 million de plus il y a 30 ans. Et certainement, cette catastrophe démographique va continuer. Et cette perte de population, évidemment, entraîne une perte de dynamisme économique, perte d'innovation, tout simplement perte de sentiment démographique, puisque quand vous êtes une personne âgée qui touche une retraite, a priori, ce n'est pas vous qui allez initier le changement ou bousculer les politiciens autoritaires qui dirigent l'État, puisque vous touchez une pension et que finalement vous êtes dépendant de cet argent venu de l'État. Donc ça entraîne un blocage démocratique extrêmement important, et c'est malheureusement le seul horizon qui est aujourd'hui proposé aux États de la région. Alors, personnellement, j'ai pas de solution miracle, mais il me semble qu'une intégration groupée générale aurait été une solution envisageable il y a quelques années. Comme vous le rappeliez, c'est une région extrêmement peu peuplée, à peine 20 millions d'habitants. Pour l'Union européenne, ce n'est pas un lourd fardeau financier d'intégrer tous ces gens. Donc le futur, malheureusement, que je vois poindre n'est pas très réjouissant. Vous nous avez bien illustré les attentes extrêmement importantes qui existent dans ces pays pour une intégration au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est simplement la durée des procédures qui fait que parfois la population s'éloigne de l'Union européenne? C'est un sentiment qu'on peut voir aussi dans certains pays de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est même sorti de l'Union européenne alors qu'on l'avait intégré. La Hongrie a voté très massivement pour Orban, qui n'est probablement pas le plus grand défenseur de l'Union européenne. Et puis en Italie, attendons la fin de la semaine pour voir qui arrivera. Mais déjà,
la dernière majorité autour de M. Salvini et des Cinque Stelle n'était peut-être pas non plus extrêmement favorable à l'Union européenne. Tout ça, sans doute, est complexe. Je voudrais donner la parole maintenant. Alors, nous l'avons en face de nous, il est loin, mais parmi nous tout de même, à M. Ahmetović, qui peut-être voudrait nous expliquer quelles sont les positions au sein du Bundestag où il siège de ses collègues. Sans doute, les positions sont-elles variées selon les groupes politiques auxquels appartiennent ces différents collègues, mais ce serait intéressant d'avoir la position au moins du Parlement allemand et dans sa diversité sur cette question d'une intégration des pays des Balkans au sein de l'Union européenne. Je vous en prie, monsieur le député. Schönen guten Abend oder auch Salü gesagt. Ist mir eine große Freude und Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Ich war bisher noch nie digital zugeschaltet in Paris. Also die Technik heutzutage ermöglicht wirklich sehr viele diverse Dinge. Aber natürlich wäre ich auch lieber in Präsenz bei Ihnen, aber hat heute nicht funktioniert, weil ich Sitzungswoche habe. Aber Zoom ermöglicht das. Deshalb freue ich mich, im Rahmen dieser Veranstaltung mit Ihnen über die Zukunft des westlichen Balkans, der 6 Westbalkanstaaten zu sprechen und finde es auch sehr, sehr gut, dass unter anderem auch in Frankreich das Thema zum Thema gemacht wird, weil es genau der richtige Zeitpunkt jetzt ist, über den Westbalkan, über den Zustand und den weiteren Prozess eventuell im Westbalkan und seine EU-Integration auch zu sprechen. Bevor ich aber tiefer einsteige in den Westbalkan, ich versuche mich, wie gesagt, kurz zu halten, habe nebenbei einen Timer laufen, würde ich gerne ein paar Sätze noch zur Ukraine sagen. Der Krieg in der Ukraine hat einen neuen Ausmaß bekommen und eine neue größere Invasion am 24. Februar 2022. Wichtig ist mir persönlich hier nochmal klarzustellen, dass der Krieg in der Ukraine nicht erst seit 2022 begonnen hat, sondern schon 2014 mit der Annexion der Krim. Und all das, was wir seit 2014 in Osteuropa sehen und erleben, zeigt uns und hätte uns auch deutlich eher schon zeigen müssen, dass wir wieder Krieg in Europa haben. Das letzte Mal, dass wir Krieg in Europa hatten, war 1991 bis 95 und auch der Einsatz im Kosovo. Warum erwähne ich das und betone ich das? Es ist schrecklich, dass wir wieder Krieg in Europa haben. Gleichzeitig zeigt uns aber, dass die Europäische Union ein Friedensprojekt ist. Und das ist Dreh- und Angelpunkt eigentlich jeglicher politischer Motivation, warum es so wichtig ist, die Staaten, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind, sei es in Osteuropa oder im westlichen Balkan, zügig und schnell in die EU zu integrieren. Denn, jetzt kommen wir mal auf den westlichen Balkan zu sprechen. Olaf Scholz spricht, unser neuer Bundeskanzler, die neue Bundesregierung, von einer Zeitenwende der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Der Begriff Zeitenwende ist ein Begriff, der nicht übersetzt wird, sondern hat sich selbst geprägt als ein sehr wichtiger und wahrscheinlich historischer Begriff, der nicht nur bezogen ist auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, sondern ist mehrdimensional. Und einer dieser Dimensionen ist auch die Zeitenwende der Westbalkanpolitik Deutschlands und der Versuch der neuen Bundesregierung, die Westbalkanpolitik auch in der EU zu verändern. Dass wir jetzt diese Analysen gehört haben, wie von Professorin Karlic, was exzellent war und perfekt auf den Punkt gebracht, und auch die Ausführungen davon, ist, oder dass die Lage dort so destabil ist, wie sie ist auf dem Westbalkan, ist Produkt gescheiterter europäischer und ich sage das auch ganz selbstkritisch, deutscher Europapolitik oder Balkanpolitik. All das, was dort geschaffen worden ist im Westbalkan, hätte niemals geschaffen werden können, ohne dass wir die Rahmen gesetzt hätten. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wie kann es sein, dass Orban nach Serbien kommt und den höchsten Orden der serbisch-orthodoxen Kirche bekommt und in seiner Rede von einem Großungarn sprechen kann? Und wenn man sich historisch anguckt, was ist eigentlich Großungarn, dann weiß man, es ist ein Stück von Slowenien, ein Stück von Österreich und ein Stück von Serbien, das ist die Vojvodina und so weiter. Oder
Wie kann es sein, dass heute, genau jetzt, wo wir miteinander sprechen digital, Milorad Dodik, Staatspräsidiumsmitglied in Bosnien-Herzegowina für die bosnischen Serben, heute in Moskau ist, um mit Putin über einen möglichen neuen Vertrag zu sprechen für Erdgaslieferungen. Denn es gibt das Interesse der Republika Srpska, der Entität, eine neue Pipeline zu errichten, die Richtung Republika Srpska fließt. Das sind alles Dinge, die gerade passieren in der Zeit, wo wir jetzt miteinander hier sprechen oder in den letzten Tagen. Das heißt, sehr, sehr frische Ereignisse. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Land wie Frankreich und ein Land wie Deutschland, und ich finde diese Begrifflichkeit sehr richtig, dass man davon spricht, dass wir die Motoren sein müssen und auch die Motoren sind von EU-Erweiterung, EU-Integration, wenn es darum geht, den westlichen Balkan an uns zu binden. Was ist das Ergebnis der letzten Jahre, beispielsweise auch der EU-Erweiterung von Kroatien und Slowenien? In Kroatien und Slowenien gibt es keine Diskussion mehr über territoriale Grenzverschiebungen oder Neuzeichnungen von Grenzen. Aber wenn man sich anguckt, wie die Lage im Kosovo ist, die Lage in Serbien ist oder beispielsweise in Bosnien-Herzegowina, alle Staaten, die keinen EU-Beitrittskandidatenstatus haben oder nicht in Verhandlungen sind, dort spricht man und gibt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, über mögliche Sezessionen oder neue Autonomiebewegungen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, Bosnien-Herzegowina. Auf der einen Seite haben wir die Sezessionsversuche und mit Unterstützung durch Serbien in der Republika Srpska, gleichzeitig wie ein EU-Mitgliedstaat wie Kroatien, Herzegowina als eine dritte Entität haben. Und darüber wird offen auch im EU-Parlament gesprochen. Es gibt unterschiedliche Vertreter im Ausschuss für Auswärtiges im EU-Parlament, die das tatkräftig unterstützen. Die Mitglieder sind der HDZ, stellvertretende Ausschussvorsitzende des Auswärtigen, oder sogar mein Kollege aus Niedersachsen, McAllister, den darf ich offen kritisieren, weil es mein deutscher Kollege ist aus meinem Bundesland Niedersachsen, der dagegen nicht spricht, sondern versucht, sogar eine Brücke zu schlagen für diese Machtfantasien und für die Neuzeichnung dieser Grenzen. Auf der einen Seite hat der Krieg und die neue Invasion in der Ukraine die Empathie, die Sensibilität erhöht bei uns, was den Westbalkan angeht. Gleichzeitig zeigt die Lage in der Ukraine und vor allem in der Ostukraine und mit der Krim seit 2014, wie Szenarien aussehen können und danach arbeiten, das als Vorbild arbeiten, autokratische Staatsoberhäupter in Bosnien-Herzegowina, teilweise in Montenegro, in Serbien, in Kroatien, daran Ähnliches zu machen. Und jetzt ist natürlich die Jackpot-Frage, wie hält man das auf, beziehungsweise wie ändert man das Ganze? Ich sagte zu Beginn ja, Produkt dieser Lage im Westbalkan ist fehlgeleitete und fehlgeschlagene Europapolitik, vor allem von den großen Staaten, wie Frankreich, wie Deutschland, wie aber auch Italien. Deshalb finde ich es richtig, dass es diese Westbalkan-Konferenz gab, wo man darüber gesprochen hat, auch wie geht man eigentlich mit den 6 Westbalkan-Staaten um. Und ich bin der Auffassung, und auch ein Großteil der Menschen, beziehungsweise der Abgeordneten im Deutschen Bundestag, dazu gibt es einen klaren Beschluss auch im Deutschen Bundestag. Und wir arbeiten auch gerade als SPD-Fraktion an einem neuen Westbalkan-Papier, haben morgen Abend eine Sitzung dazu und wollen eine grundlegende Strategie auch dazu auch verabschieden bis zum Ende des Jahres, dass wenn politischer Wille da ist, ähnlich wie bei Tschechien, wie bei der Slowakei, Bulgarien oder Rumänien, wir einen EU-Integrationsprozess, einen schnellen EU-Integrationsprozess für diese 6 Westbalkanstaaten hinkriegen. Natürlich nicht gleichzeitig alle sofort, aber in unterschiedlichen Stufen. Montenegro beispielsweise, vergessen wir ziemlich gerne, vor 2 Jahren Opfer gewesen eines aus der Ferne geplanten russischen Putsch über die russische orthodoxe Kirche, die Einfluss genommen hat auf die serbisch-orthodoxe Kirche und die als verlängerter Arm in Montenegro. Hat eine proeuropäische Regierung gedreht und versucht, den europäischen Integrationsprozess zurückzurollen. Aber das Potenzial in Montenegro ist immens groß, wie auch in vielen anderen Westbalkanstaaten. Denn ein gemeinsamer Nenner gibt es noch. Die Mehrheit der Bevölkerung, und daran glaube ich, in den Ländern, circa 20 Millionen, und in der Diaspora, sind überzeugte Demokratinnen und Demokraten, Europäerinnen und Europäer. Egal mit welchen Leuten ich hier in Berlin, in Hannover oder sonst wo spreche, mit der Diaspora, egal aus welchem Staat, die Leute leben sehr, sehr gerne in Deutschland. Und keiner möchte sein Leben aufgeben, um zurückzukehren. Das, was man in Deutschland hat. Es geht da nicht nur um Wohlstand und ökonomischen Aufstieg. Es geht auch um ein Mindset-Ding. Das heißt, in einem Staat zu leben,
wo die Polizei unabhängig ist, in einem Staat zu leben, wo du weißt, dass der Richter objektiv oder objektiver entscheiden wird als im Land, wo du herkommst, wo nicht dein Werdegang dadurch entschieden wird, wer dein Vater, wer deine Mutter ist oder welcher Religion du zugehörig bist. Ein bestes Beispiel sieht man bei mir. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina, zugeordnet der bosniakischen Volksgruppe, wenn man in diesen Schubladen denken will, bin gebürtiger Novaraner und sitze jetzt im Deutschen Bundestag und bin Außenpolitiker. Das ist all diese Werte, die ich genieße in Deutschland, in einem EU-Land. Das wünschen sich die Menschen in den 6 Westbalkanstaaten, auch in der Diaspora auch. Das Problem ist aber, dass dieser Glaube an die EU, dass das kein Abo ist. Und wir können auch nicht erwarten von den Menschen, dass sie es auch festhalten wie ein Abo, unkündbar, und dass sie immer an diesen Werten festhalten. Wenn wir uns nicht mit dem Westbalkan beschäftigen und nicht daran arbeiten, dass durch die Berliner Prozesse, durch die Nordfortsetzung der Berliner Prozesse, durch eine beschleunigte Integration, durch Möglichkeiten der unterschiedlichen Stufen der Integration. Das heißt, man muss ja nicht sofort vollwertiges EU-Mitglied sein, um von einigen Rechten und Privilegien auch profitieren zu dürfen. Wenn wir uns da nicht bewegen, hinterlassen wir in dieser Region ein Vakuum, was ähnlich gefüllt wird oder was angedroht wird zu füllen in Osteuropa, wird auch in Südosteuropa noch intensiver gefüllt. Und dann glaube ich, dass zwar nicht jetzt eine Drohung da ist für eine militärische Eskalation, aber das dachten viele von uns auch, wenn man auf Osteuropa geguckt hat. Deshalb würde ich nur dafür plädieren wollen am Ende, dass wir alle an einen gemeinsamen Strang ziehen müssen. In der EU, Deutschland, Frankreich ganz eng miteinander, auch wenn wir in vielen unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Positionen haben, und transatlantisch daran, diese Region an die EU zu binden, stärker und schneller zu integrieren. Ansonsten wird dieses Vakuum durch China, durch Iran, durch Russland gefüllt. Und es kann nicht unser Interesse sein, wenn wir daran arbeiten wollen, und ich zitiere da wieder meinen Bundeskanzler Olaf Scholz, in einer multipolaren Welt leben wollen, wo wir nicht uns entscheiden müssen, voll und ganz sich der USA unterzuwerfen, aber auch nicht voll und ganz China sich unterzuwerfen, sondern selbst als starker politischer und noch militärischer außen- und verteidigungspolitischer Machtpol zu sein als Europa. Und Europa kann nur stark sein, das hat die Geschichte immer gezeigt, aber Frau Professor Kalic kann es sogar noch besser belegen als ich, wenn der westliche Balkan stabil ist. Wenn wir uns nicht für ihn interessieren und ihn als Machtball benutzen, wird Europa nicht stabil langfristig bleiben können. Wir merken es schon jetzt, welche großen Destabilisierungsversuche dort auch zusätzlich geschaffen werden zu Osteuropa. Deshalb kann ich am Ende wirklich nur plädieren, wir brauchen eine Zeitenwende in der Westbalkanpolitik, wir brauchen einen Aufbruch in der europäischen Politik bezogen auf den westlichen Balkan. Noch ist die Hoffnung da, noch ist die Motivation da. Die Menschen lieben Europa, lieben die Demokratie, die Mehrheit der Menschen, und das muss man nutzen, bevor diese Hoffnung erlischt. Das erstmal von mir, und ich habe mich versucht zu halten an die 10 Minuten, und es waren jetzt genau 11. Merci beaucoup, Monsieur le député. Vous avez dit les choses clairement, quelles que soient les difficultés d'une intégration des pays des Balkans dans l'Union européenne. Mais de toute façon, si nous ne la faisons pas, d'autres la feront. Et donc, si on doit prioriser les difficultés et les avantages, intégrons-les tels qu'ils sont. On verra ensuite comment faire. Alors, cela dit, les difficultés ne manqueront pas de se poser. Il faut penser probablement aux moyens. Les traités tels qu'ils sont, avec le principe de l'unanimité, pourront-ils continuer avec une Europe encore plus agrandie, et agrandie plus encore par de petits États dont on ne sait pas très bien toujours comment leur position politique se détermine. On a déjà du mal, à certains domaines, à avancer. Est-ce que la complication ne sera pas encore plus grande ? C'est une question qui reste, enfin en tout cas qui nous donne encore un peu de matière à discuter, et peut-être pouvons-nous assez brièvement refaire un tour de table. Peut-être que chacun voudra ajouter tel ou tel point ou reprendre telle idée qui a été défendue pour donner un accent plus particulier et plus personnel. Et donc je donne la parole immédiatement à Madame Kalic. Ja, vielen Dank. Es sind jetzt so viele Punkte gemacht worden, dass es schwierig ist, sich zu konzentrieren. Aber ich würde gerne nochmal unterstreichen, was Frau Wodo gesagt hat und auch Herr Achmetovic, dass
wir ein großes Problem haben in der EU mit dem Bilateralismus. Und ich denke, wenn wir über Erweiterung sprechen, dann müssen wir wirklich über eine Reform der EU auch reden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die EU keine weiteren Länder wird aufnehmen können, wenn sie sich nicht selbst grundlegend reformiert und auch in Hinblick auf die Mehrheitsentscheide oder die Einstimmigkeit eine Reform machen muss. Frau Wodo hat beschrieben, wo uns der Bilateralismus hinführen kann, in die Ewigkeit. Und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich noch viel schlimmer. Es betrifft viele Bereiche. Herr Achmetovic hat gesagt, dass die kroatische Lobby aktiv ist. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass sich die kroatische Regierung erpresserisch verhält im Hinblick auf die Wahlrechtsreform in Bosnien. Also Kroatien hat gedroht, den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland mit Veto zu belegen, wenn nicht zugunsten der kroatischen demokratischen, das sind Details. Also ich möchte sagen, wir brauchen eine Reform der EU, wenn wir über Erweiterung sprechen wollen. Aber ich glaube auch, dass wir von den Ländern der Region durchaus mehr erwarten müssen und auch sollen. Die Erweiterung ist kein Selbstläufer. Und es hat sich nach meiner Beobachtung so ein bisschen eine Haltung in den verschiedenen Ländern eingeschlichen, die darauf hinausläuft, dass Erweiterung ein Selbstläufer ist. Und ich muss sagen, in vielen politischen Problemen, die dieser Südosterweiterung im Wege stehen, wäre es sehr leicht, Fortschritte zu machen. Es betrifft das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo, was allein eine politische Frage ist. Die könnte morgen gelöst werden, wenn der politische Wille wäre. Es betrifft auch die politische Blockade in Bosnien, die sich an vielen tausend Detailproblemen entzündet, die aber rein politische Machtspiele im Hintergrund haben und keine realen Probleme. Ich muss sagen, dass die EU, und da stimme ich auch Herrn Achmetovic zu, falsche Politik gemacht hat, falsche Anreize gesetzt hat. Ja, also man hat den Eindruck, dass die EU den Anreiz gesetzt hat, dass sie alle Probleme lösen kann, für die sie aber eigentlich gar nicht zuständig ist. Und ich störe mich ein bisschen auch an der Haltung oft, die einem von Politikern in Ländern der Region entgegenkommt, die da heißt, dass jeder Reformschritt und jede Normalisierung mit den Nachbarn automatisch belohnt werden muss. Und da wünsche ich mir, und deswegen würde ich schon auch gerne über die Politik in der Region selber sprechen. Ich würde mir schon wünschen, dass auch das Bewusstsein wächst in bestimmten politischen Kreisen, dass es im eigenen Interesse ist, bestimmte Reformen zu unternehmen und das Verhältnis zu den Nachbarn zu normalisieren. Das ist eine Grundvoraussetzung des Zusammenlebens in der Europäischen Union. Es betrifft europäische Werte, und so, dass ich eigentlich an der Stelle nur sagen möchte, es sind sozusagen Hausaufgaben auf beiden Seiten zu tun, ja, auf Seiten der Europäischen Union, die sich reformieren muss, aber auch in den Ländern der Region, wo es politische Hemmnisse gibt, die eigentlich sehr leicht auszuräumen wären, wenn man denn nur wollte. De chaque côté. Évidemment, si on attend que les problèmes soient résolus, on continue à ne rien faire, et tout le monde est d'accord pour dire que ne rien faire, ça n'est pas la bonne solution, et vous proposez donc une transformation progressive de part et d'autre, et puis surtout, à travers cette progressivité, dites il faudrait que chaque progrès qui est fait, au moins dans les pays du Balkan, eh bien, soit récompensé par un rapprochement peut-être progressif. Alors, est-ce qu'il faudrait considérer qu'on peut donner des droits économiques progressivement, tout en refusant de donner des droits politiques? Parce que tant que les traités ne sont pas réformés,
c'est très difficile d'accorder des droits politiques à de nouveaux petits États que peut-être les citoyens français, les citoyens allemands ne comprendraient pas. Oui, en fait, oui, il y a eu cette proposition en fait de président Macron sur cette nouvelle formule qui n'était pas très bien accueillie dans la région, justement parce que c'était en fait bien lu par le cher collègue. En fait, c'était quand même une proposition qui voulait mettre ces pays dans la salle d'attente. Donc, c'est pour cela que j'ai posé la question, entre guillemets, une question rhétorique, si il y a une volonté claire qu'on propose de telles formules ou c'est juste pour proposer à le mettre dans une salle d'attente. En fait, oui, il y a une phrase déjà mentionnée par Madame la professeure qui, évidemment, dit que l'élargissement ne va pas se faire toute seule. Donc, il faut vraiment pousser et qu'il y ait une volonté politique pour le faire. Autrement, oui, c'est vrai que ce sont deux pays si fragiles, si petits. C'est très important de voir le territoire et aussi la population et de voir que ce sont des pays si petits qu'ils sont sous des zones d'influence de grands pouvoirs. Donc, d'un côté, on a les pays comme la Serbie qui est évidemment sous l'influence russe. En fait, le plan B de la Serbie, c'est en fait la Russie. C'est pour cela, évidemment, que ça ne nous étonne pas qu'on voit dans les sondages qu'il y a un grand pourcentage qui est en train de s'exprimer soit contre, soit s'abstenir pour l'élargissement. Tandis que on a d'autres pays comme l'Albanie qui était en fait sous l'Empire ottoman pendant à peu près 5 siècles. En fait, aujourd'hui, la Turquie est bien présente. C'est très bien pour ce qui concerne les échanges commerciaux, etc. Mais que ce qu'on voit en Albanie aujourd'hui, c'est la présence, une croissance, par exemple, de mosquées qu'on n'avait pas auparavant. Donc, ça reste un pays où il y a une harmonie religieuse et c'est connu au niveau mondial. Mais évidemment, il faut garder cette harmonie. On ne peut pas le prendre comme acquise, comme un héritage que va être là pendant comme ça, naturellement, il faut le protéger évidemment. Donc, ce sont deux pays, et pour ne pas mentionner encore la Macédoine du Nord, où il y a surtout une présence pas seulement de la Turquie, mais aussi d'autres pays musulmans qui évidemment on investit dans ces régions, mais de l'autre côté, oui, il y a de demandes, surtout avec des facteurs religieux. Et pour ne pas oublier encore la présence chinoise qui, surtout par exemple dans la Croatie, que même si un pays membre a vécu une récession juste après qu'il est devenu membre, et aussi dans d'autres pays, c'est comme l'Albanie, dans le Monténégro encore plus, on voit cette présence. Donc oui, il y a d'autres pouvoirs qui sont déjà là prêts pour être présents, mais évidemment avec un prix. On sait très bien que les mécanismes de la Chine sont pas pareil aux mécanismes de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une comptabilité sur comment c'était financer une tel ou tel projet, etc. Donc, tous ces facteurs qui comptent et il ne faut pas oublier que c'est un agenda sur lequel il faut pousser. Merci. Signe d'espérance, vous évoquiez l'Albanie et la Turquie. Évidemment, la Turquie est le meilleur des contre-exemples. On a fait durer tellement longtemps qu'après s'être tout de même beaucoup réformée, notamment au plan économique. Elle semble, au plan politique, prendre d'autres destinations. On posait la question, et Mme Šalić évoquait le fait que pour formaliser une intégration des pays des Balkans occidentaux, les efforts devaient venir des deux côtés. J'ai envie de poser une question un peu provocatrice. Qui veut vraiment l'intégration des Balkans occidentaux ? Finalement, l'Allemagne, certainement. C'est répété, et ça a été
vu et observé dans les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, aussi bien celui de Mme Merkel que celui de M. Scholz. L'Allemagne, très certainement donc, mais pas tous les pays de l'Union européenne. La France a toujours opposé une réticence extrêmement vive à l'intégration et à l'élargissement à l'Union européenne, ainsi que d'autres pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas. Donc du côté de l'Union européenne, ça semble malheureusement un petit peu bloqué. Et puis du côté des dirigeants des Balkans occidentaux, il faut comprendre que beaucoup d'entre eux n'ont de fait aucun intérêt à intégrer cette Union européenne. Quand vous appelez M. Vučić en Serbie, intégrer l'Union européenne, ça veut dire appliquer le respect de la presse et des médias, ça veut dire appliquer un état de droit, ça veut dire respecter tout un cadre normatif extrêmement contraignant. Monsieur Vučić, qui est soupçonné d'une corruption massive avec des membres de sa famille et des membres de son clan, n'a a priori aucun intérêt à vouloir s'additionner de nouvelles normes. Est-ce que les dirigeants nationalistes de Bosnie-Herzégovine ont un intérêt à intégrer l'Union européenne, quels qu'ils soient, les Serbes, les Croates, les Bosniaques? La Bosnie-Herzégovine, c'est un pays divisé en 2 entités, avec un niveau de complexité administrative totalement effarant. Vous avez une présidence tricéphale, un État central, un gouvernement en fédération de croato-musulmane, un parlement en Republika Srpska et 10 cantons ensuite dans cette même fédération. Donc la Bosnie est certainement le pays du monde où il y a le plus de fonctionnaires par nombre d'habitants. Sachant que tous ces fonctionnaires sont évidemment payés et entretenus par les partis nationalistes au pouvoir qui eux-mêmes n'ont pas intérêt à être le deuxième à Sarajevo quand par exemple ils peuvent être le premier à Banja Luka. Donc finalement les partis nationalistes au pouvoir en Bosnie-Herzégovine n'ont eux-mêmes aucun intérêt à réformer la constitution du pays et certainement aucun non plus à intégrer l'Union européenne. Donc on a un double blocage qui vient à la fois de certains pays de l'Union européenne mais aussi des dirigeants des Balkans qui pour l'immense majorité d'entre eux n'ont tout simplement aucun intérêt à rentrer dans cette union. Donc finalement, on a une sorte de statu quo qui arrange un peu tout le monde. Hein, et on a vu le développement d'une expression pour qualifier ces régimes autoritaires au pouvoir dans les Balkans, celui de stabilocratie. En gros, ce qu'ont longtemps voulu beaucoup de pays de l'Union européenne, c'est avant tout que les Balkans soient stables. C'est-à-dire stable, sans violence, sans débordement, sans changement de pouvoir éventuellement, avec des gens qu'on connaît, avec qui on peut discuter, et finalement qui n'ont pas une envie très forte de rentrer dans cette union qui leur mettrait finalement des règles et des normes un peu trop contraignantes. Donc on a un blocage qui vient à mon sens des 2 côtés de la table, et dont les premières victimes sont bien sûr les citoyens de ces pays qui, encore une fois, et je le répète, partent massivement. Et je pense qu'on ne prend pas assez la mesure de cette saignée démographique, alors qui touche aussi certains pays de l'Union européenne. Hein. C'est pas limité aux pays qui sont hors de l'Union européenne, puisque cette saignée démographique touche également la Bulgarie, la Roumanie ou d'autres pays qui sont déjà membres de l'Union pour peut-être d'autres raisons, mais en tout cas pour les pays des Balkans, on a un exode tout à fait extraordinaire. Et je rebondis sur ce que disait Monsieur le député. Effectivement, ce n'est pas seulement pour des raisons économiques que les gens s'en vont, c'est aussi par manque d'espoir, manque d'espérance. Et vous êtes un jeune de 25-30 ans aujourd'hui en Bosnie, comment espérer fonder un foyer quand vous savez effectivement que vous allez devoir payer pour l'éducation de vos enfants des pots de vin à droite à gauche, que vous allez devoir payer pour vous faire soigner, etc. etc. C'est tout simplement invivable. Donc, des blocages des 2 côtés, à mon sens, et évidemment les populations civiles de la région qui en sont les premières victimes. Ça n'empêche pas que certains politiciens de la région soient volontaires, veuillent faire avancer les choses. Je pense au gouvernement macédonien qui, effectivement, a pris des mesures extrêmement fortes, souvent contre l'avis d'une partie de sa population pour essayer de faire avancer les dossiers, mais ce n'est pas le cas de tous les dirigeants de la région, loin de là. Nous voyons qu'à côté de l'intérêt de l'adhésion, il y a tout de même un certain nombre de difficultés. Alors, je vais évidemment me tourner vers le député Ahmetović, mais le public aura l'occasion ensuite de poser des questions que vous pouvez d'ores et déjà préparer. Monsieur le député, vous avez fort bien plaidé pour la nécessité, sans trop tarder, pour occuper l'espace, d'intégrer ces pays des Balkans dans l'Union européenne. Alors, quels sont les moyens qui vont permettre de
dépasser les réticences des autres États de l'Union européenne, puisque l'Allemagne, effectivement, est assez positive vers cet objectif. Deutschland und auch viele andere Staaten in der EU, es sind mehr als nur Deutschland selbst, die, glaube ich, erkannt haben, dass der Westbalkan nicht nur eine Region ist, die bekannt ist für ständige Herausforderungen, sondern ist auch ein großer Faktor, der relevant ist für unsere eigene Sicherheit. Und diese Erkenntnis, dass der Westbalkan und der Zustand dort auch sicherheitspolitische Relevanz hat, wird früher oder später dazu führen, dass die Position, die viele EU-Staaten schon haben und auch ein ehemaliges EU-Land wie Großbritannien, was auch sehr aktiv ist in der Stabilisierung des westlichen Balkans und auch klare Position, was zum Beispiel den Kosovo angeht, aber auch Bosnien-Herzegowina angeht, in der Bewahrung der territorialen Integrität und Souveränität, dass ich sicher bin, dass wir eine große Mehrheit hinbekommen werden, zusammenzufinden, die diesen Prozess weiter vorantreiben will. Dennoch bleibt natürlich das große Problem, was wir haben in der EU. Es ist eine Schildkröte und bewegt sich nur sehr, sehr langsam nach vorne. Und diese EU, wie sie jetzt formiert ist, beziehungsweise wie die Struktur arbeitet, dass man das den Einstimmigkeitsbeschluss braucht, wo kein einziger Staat also gegenstimmen darf, führt dazu, dass viele grundlegende Reformen oder große Fortschritte nur schwer gegangen werden können, wenn nicht gar nicht gegangen werden können. Haben wir jetzt schon auch gesehen vor einigen Monaten, als es um die Beitrittsverhandlungen ging, um Nordmazedonien und um Albanien. Auch das ist zum Beispiel ein Punkt in der neuen Außen- und Sicherheitspolitik und in dem sogenannten Begriff Zeitenwende darunter zu verstehen, was auch die neue Europapolitik Deutschlands angeht, dass wir daran arbeiten müssen, die EU zu reformieren. Das ist natürlich etwas, was nicht morgen passieren wird, sondern ist auch schon wieder ein Prozess. Aber ich werbe dafür und versuche international oder europapolitisch da, wo ich unterwegs bin und auftrete, dafür zu werben. Weil am Ende zeigt uns ja die fehlgeschlagene Politik unsererseits in Richtung Ukraine, Moldau und Georgien beispielsweise, was passiert, wenn wir zurückhaltend sind. Zurückhaltend sind in der NATO-Integration dieser Region. Wir haben immer gedacht, wenn wir die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen, wird es nicht zu einem Konflikt kommen. Aber dennoch wurden wir hintergangen von Putin und seinem Regime. Wir sind davon ausgegangen, wenn wir die Ukraine nicht integrieren oder beziehungsweise Russland die Sicherheit geben und auch die Zusage geben, die Ukraine nicht aufzunehmen in die EU, dann wird es keinen Angriff geben auf die Ukraine. Und all das waren ja leere Worte. Im Gegenteil, wir wurden ja hintergangen. Und wer kann uns die Garantie geben, dass nicht Ähnliches auch in Südosteuropa passieren wird? Und in Südosteuropa, wir haben es noch einmal gesagt, gibt es unterschiedliche Kräfte, die sich intensiv austoben. Strategischer Partner, NATO, Bündnispartner, Türkei, wir haben den Iran, aber noch einmal, wir haben China, wir haben auch Russland und auch EU-Länder, die in den letzten Jahren keine konstruktive Rolle gespielt haben, sei es Ungarn, sei es Kroatien, aber auch Italien beispielsweise, die sehr viel ökonomisch zusammenarbeiten mit autokratischen Kräften. Und deshalb müssen wir intensiv daran arbeiten, aus den letzten Monaten und Jahren zu lernen und diese Politik dem Westbalkan gegenüber, unsere Politik neu auszurichten. Und ich finde, dass Professor Karlic eine Sache wieder sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Es fehlt nicht viel, um Dinge zu lösen oder unterschiedliche Probleme dort zu lösen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Mut und politischen Willen. Ich traue Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA, den sogenannten Quint-Staaten zu, die Verfassung in Bosnien-Herzegowina so zu ändern, dass der Staat Funktionalität bekommt. Ich traue den unterschiedlichen EU-Staaten wie auch den transatlantischen Partnern zu, die Situation im Kosovo auch zu lösen. Ich traue der EU zu, wenn sie möchte, im politischen Willen hat, Montenegro in binnen von 4 bis 5 Jahren in die EU zu integrieren. Und wenn wir wirklich diesen
Srpski-Sviet, die serbische Welt stoppen wollen, beziehungsweise einen Gegenpol aufbauen wollen zu diesen autokratischen neuen Bewegungen auf dem westlichen Balkan, dann sollten wir gucken, dass wir mit den EU-willigen Staaten sprechen. Das ist der Kosovo, das ist das ist Nordmazedonien, das ist Albanien, mehrheitlich immer noch Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Dann will ich mal gucken, was Serbien macht, wenn alle Staaten drumherum sehr, sehr nah dem EU-Beitrittsprozess kommen, nur Serbien allein sich nicht fortbewegt und drumherum EU- und NATO-Partnerinnen und NATO-Partner sich befinden. Also kurz zusammengefasst, es gibt direkte Instrumente, wie man viele Probleme in dieser Region lösen kann. Wie man mit wenig Schritten, aber mit großem politischem Willen vieles bewirken kann, auch an Fortschritt in der Region. Wir müssen uns nur trauen und wir müssen selbstkritisch sein. Wir müssen selbstkritisch sein und aufhören. Beispielsweise, ich zitiere zum Schluss noch, eines der größten Fehler der letzten Wochen für mich, was mich auch sehr verärgert hat und gezeigt hat, dass vieles noch nicht verstanden haben, Michel, der Ratspräsident, der gesagt hat, ich bin auf dem Westbalkan und mache Cevapcici-Diplomatie. Und wenn ein hoher Funktionär der EU von Cevapcici-Diplomatie spricht, zeigt es mir, dass er es nicht verstanden hat, um was es dort geht und dass wir den Ernst der Lage nicht verstanden haben. Und deshalb Augen auf, politischer Wille da und ich bin mir sicher, dass wir viele Verbündete noch finden werden in der Region und der EU, aber da müssen wir halt einen Zahn zulegen. Wir auch im Deutschen Bundestag. Es ist schön, dass es auf dem Papier steht, aber es muss auch, wie gesagt, Taten müssen folgen und wir müssen auch konkret handeln. Merci pour ce beau message d'espoir et de bel exemple de volonté politique. Alors je vais me tourner vers la salle pour prendre les questions dans le temps que nous avons encore. Vous avez également, pour ceux qui sont en ligne, la possibilité de poser des questions par le biais du système Internet. Et je voudrais peut-être commencer d'ailleurs par une question qui est évoquée sur le site et qui résonne avec les propos député Hermetovic à l'instant, qui est la question aussi de l'adhésion à l'OTAN. Et la question est celle de savoir pourquoi est-ce que l'adhésion à l'Union européenne doit toujours être précédée par une adhésion à l'OTAN. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question du rapport qui peut exister entre l'adhésion à l'UE et l'adhésion à l'OTAN? Monsieur le député, oui. Beides ist nicht zwingend miteinander, es ist nicht zwingend, aber ein NATO-Beitritt der Westbalkanstaaten, die noch nicht Mitglied der NATO sind, würde eine Garantie geben der territorialen Integrität und Souveränität. Warum ist in den letzten Monaten und Jahren Montenegro nicht mehr Teil von territorialen Diskussionen, weil es Mitglied der NATO ist? Warum kann Nordmazedonien und Albanien nicht Teil einer Diskussion oder Gefahr werden, dass Territorien sich verschieben, weil die NATO dahinter steckt? Deshalb ist es so wichtig, dass auch Bosnien-Herzegowina, was mehrheitlich NATO-Mitglied werden möchte. Es gibt natürlich einen Milorad Dodik, der das verhindern will. Aber wenn Bosnien-Herzegowina beispielsweise NATO-Mitglied werden sollte, muss es nicht mehr Angst haben, zerlegt zu werden in unterschiedlichen Teilen oder Opfer zu werden eines Überfalls, weil wir immer noch Traumata, psychologische Faktoren haben, die eine Rolle spielen. Deshalb ist die NATO-Mitgliedschaft so wichtig. Question. Monsieur, on va vous donner un micro. Voilà. Bonjour, Daoud Khan, Fédéral Europe, pour créer un gouvernement franco-allemand fédéral. On voit bien la difficulté politique qui concerne l'intégration dans l'Union européenne parce que, vous l'avez très bien rappelé, il y a un manque de volonté politique des deux côtés, en fait. Et à mon avis, ces difficultés ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de la proposition d'ailleurs qu'a faite Ursula von der Leyen à l'Ukraine d'intégrer ces pays des Balkans de l'Ouest dans le grand marché européen? Parce que vous auriez la liberté de circulation, capitaux, marchandises, personnes. Vous avez le potentiel économique de l'UE. Et donc, vous avez à peu près la moitié des avantages de l'UE, sans avoir les inconvénients.
et vous avez la possibilité de lutter de cette manière un peu contre l'ingérence extra-européenne dans cette région. Alors, est-ce qu'il ne vous allez pas dans cette direction? Merci. Der Vorschlag klingt sehr ansprechend auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick muss man feststellen, damit sind viele praktische Probleme verbunden. Auch die Integration in den Binnenmarkt setzt eine funktionierende Marktwirtschaft, bestimmte funktionierende Institutionen und auch rechtliche Anpassungen voraus. Die sind ziemlich anspruchsvoll, sodass sich die Frage eigentlich stellt, oder ich würde eher so sagen, wenn die Länder in der Region in der Lage sind, sich in den Binnenmarkt zu integrieren, sind sie eigentlich so weit fortgeschritten, dass sie auch sich in die EU integrieren können. Und es bleibt das Problem, was, glaube ich, Frau Wodo schon angesprochen hat, dass es immer als sozusagen Beitritt zweiter Klasse betrachtet würde oder als eine Maßnahme, die Länder, Sie haben gesagt, in den Wartesaal zu stellen. Und also es gibt meines Erachtens, wie gesagt, auf den ersten Blick sieht es gut aus, auf den zweiten bei der praktischen Umsetzung und den politischen Folgen ist es schon nicht mehr so überzeugend, meiner Meinung nach. Oui, merci beaucoup. En fait, je suis personnellement contre, très brièvement, parce que en fait l'histoire même de l'Union européenne est que ça a commencé comme une union économique et puis ça a évolué. Si ces pays, pour l'instant, ces pays en fait ne peuvent pas vraiment s'intégrer dans le marché unique, ça demande beaucoup de standardisation, tout ce que c'est acquis communautaire, de directives, et donc la plus grande partie du travail, ça serait quand même déjà fait, et je trouve que ça pourrait, il pourrait se sentir dans une club, pas seulement de 2e degré, mais même de 3e degré, que ça peut aussi mettre en question tous les autres facteurs. Donc, je pense que pour réussir à avoir du succès dans le marché unique, il faut quand même établir et accomplir tout ce que c'est critères politiques qu'on nomme aujourd'hui selon les critères de Copenhague. Merci. Oui, sans compter que les économies de la région sont quand même extrêmement faibles. Et si vous lancez l'économie du Kosovo ou l'économie de la Macédoine du Nord dans le grand marché commun, malheureusement, ces pays n'auront pas grand-chose à exporter. Donc la situation économique risque de devenir rapidement extrêmement compliquée. Un exemple, par exemple, quand la Croatie a intégré l'Union européenne, l'une des conditions de cette intégration était la privatisation des chantiers navals qui faisaient autrefois la richesse de la côte croate. Alors il y en avait plusieurs qui ont tous été privatisés et qui ont tous disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui la Croatie n'a pratiquement plus d'industrie et que l'une de ses seules sources de revenus, c'est le tourisme, qui, comme chacun sait, est très fluctuant et dépendant de la conjoncture mondiale. Donc la Croatie, qui avait un appareil industriel qui marchait relativement bien, en tout cas sur ses chantiers navals, cet appareil a été détruit par l'intégration européenne, sans pouvoir être reconstruit après. Donc il faut faire très attention quand on intègre des économies fragiles comme celle des pays des Balkans, parce que les résultats peuvent être très vite assez compliqués. Achso, weil jetzt alle in meine Richtung gucken, erwarten jetzt alle eine Antwort von mir. Ich würde sagen, dass die 3 VorrednerInnen vieles gesagt haben dazu. Damit wir noch ein bisschen diskutieren, würde ich jetzt eine weitere Frage noch zulassen wollen, wenn das in Ordnung ist. Oui, Question. Bonjour, 2 questions. Donc, on a vu les liens entre la Hongrie et la Serbie. On a déjà un petit caniche de Poutine en Hongrie. Pourquoi avoir un deuxième caniche? Je pense que ça va être un peu difficile quand même. On a assez de problèmes comme ça et on voit où ça pourrait nous mener. Des gros blocages. J'ai pas du tout confiance dans la Serbie. Une deuxième question, c'est plutôt pour le parlementaire allemand. Question d'actualité.
J'aimerais comprendre les blocages, si c'est possible en quelques mots, du gouvernement entre les Verts, les libéraux qui sont pour les chars Léopard 2 qui seraient très utiles aux Ukrainiens, qui vous les demandent, et pourquoi M. Scholz fait la résistance. Donc j'aimerais comprendre où on en est. Merci. Alors, monsieur le député, c'est une question qui s'adresse à vous, qui dépasse un petit peu le cadre de notre discussion de ce soir, donc sentez-vous libre d'y répondre ou non. Darf ich beginnen? Okay. Gleich mit der letzten Frage beginnen. Ich finde das gut, dass Sie das fragen, dass Sie das in dieser großen Runde fragen. Erstmal vorweg, wir unterstützen die Ukraine als Bundesrepublik Deutschland, noch als Bundesregierung intensiv mit Geldern und auch mit Waffen. Wir gehören zu den Staaten in Europa und weltweit, die die Ukraine mit am meisten unterstützen. Und was den explizit den Panzer angeht, warum der bisher noch nicht geliefert wurde, hat ganz einfachen Grund, in Rücksprache mit unseren Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern, ganz genau auch mit dem Weißen Haus, mit dem US-Präsidenten abgestimmt, aber auch mit Frankreich abgestimmt, sind wir zum Schluss gekommen, dass wir noch nicht oder dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Leopard-Panzer exportieren wollen beziehungsweise liefern wollen in die Ukraine, weil Olaf Scholz einen Grundsatz hat, es gibt keine Alleingänge, nur zusammen mit den Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern. Wir hatten vor ganz genau 6 Stunden eine Fraktionssitzung, wo diese Frage mehrfach gestellt worden ist, in der Fraktionssitzung der SPD im Deutschen Bundestag. Und geantwortet darauf hat der Bundeskanzleramtschef, und das war die Antwort, die ich Ihnen gerade gegeben habe. Es gibt keine Alleingänge, es ist abgestimmt mit den Partnerinnen und Partnern, es ist akzeptiert und wird auch getragen von dem Bündnis. Also was jetzt zu Frage 1 Ungarn und Serbien angeht, Entschuldigung, es tut mir leid, ich würde dazu auch gerne nochmal einen Satz sagen. Orbán ist eines der größten Probleme, die die Europäische Union hat, ist ein Diktator, meiner Meinung nach, ein Autokrat, der vor einigen Monaten leider die demokratische Legitimation dafür bekommen hat, aber auch in den letzten Jahren durch Unterstützung der Europäischen Union. Und wir haben leider auch ziemlich spät darauf erst reagiert. Die 7 Milliarden, die jetzt eingefroren werden sollen oder nicht gezahlt werden sollen, das kommt meiner Meinung nach zu spät. Da hätte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutlich schneller handeln müssen. Aber es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Man muss diese Situation neu bewerten. Und es ist erstmal richtig, dass wir aber klar auf diese neue Entwicklung in Ungarn antworten. Und was das Misstrauen Serbien und der jetzigen Regierung Serbien gegenüber angeht, kann ich nachvollziehen, kann ich auch verstehen. Und bei dem EU-Integrationsprozess der Westbalkanstaaten sollten wir auch klare Reihenfolgen auch definieren. Und ich bin der Auffassung, dass gerade wenn man jetzt ganz konkret werden will, sich die 6 Westbalkanstaaten anguckt, Montenegro in den letzten Jahren, wenn man die letzten 2 Jahre ausklammert, sehr, sehr große Erfolge erzielt hat. Ein Staat ist, den man schnell integrieren kann in den nächsten Jahren, wenn politischer Wille da ist. Ich finde, dass Albanien sehr viel tut und Nordmazedonien auch. Und ich habe ja eben gerade eine Vision skizziert, über die man sprechen kann oder auch über die man nachdenken sollte. Warum integriert man nicht die 5 Westbalkanstaaten? Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Serbien sich bewegen wird. Warum sollte Serbien die Insel sein, um seine Nachbarn herum, die Mitglied der EU und auch der NATO sind? Dann bin ich mir auch sicher, dass die proeuropäischen Kräfte in Serbien auch deutlich mehr Unterstützung bekommen würden und auch der Druck auf Vučić größer lasten würde, wenn die Bevölkerung drumherum und auch die Länder drumherum Mitglied der EU sind. Das wäre meine Vision, an der ich arbeiten würde. Die finde ich ziemlich charmant, indirekten Druck auszuüben auf Serbien, indem man die anderen Länder bevorzugt und mit ihnen noch intensiver zusammenarbeitet. Alors, je voudrais faire l'écho aussi d'une question qui est posée en ligne et qui probablement répond un peu à votre propos, monsieur le député, c'est qu'il y en a peut-être certains qu'on pourrait intégrer plus vite que d'autres. Simplement, on se rend compte que, si on pense à la Macédoine par exemple, les difficultés sont venues des Balkans eux-mêmes. C'est d'abord la Grèce qui s'est opposée à la Macédoine. Ensuite, ça a été la Bulgarie qui a pris le pied. Alors, si on intègre le Monténégro,
est-ce qu'il ne va pas s'opposer à l'adhésion du prochain? Enfin, c'est quand même une question qui reste complexe. Et la question qui est posée ici est de savoir si l'un ou l'autre des orateurs voudrait expliquer un peu plus précisément au public quels sont les avantages et les inconvénients de la communauté politique européenne qui a été proposée par le président Macron. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose à quoi les citoyens français ont été sensibles, sans que toujours les avantages et les inconvénients en soient très clairement exposés. Est-ce que quelqu'un souhaite revenir sur cette question, peut-être de manière synthétique? Oui, très brièvement. En fait, les premières propositions du président Macron s'étaient faites en faisant référence à 2 trains de 2 vitesses différentes. Et ça posait évidemment beaucoup de problèmes parce que ça veut dire quand même créer de discrimination au sein de l'Union européenne. Donc, le but même de l'Union européenne est quand même de standardiser et de permettre aux pays qui ont moins de possibilités pour s'intégrer dans le marché unique, évidemment, de avoir plus ou moins les mêmes opportunités. Et après, dans son 2e mandat, évidemment, avec la guerre en Ukraine et il y a eu une question ouverte à propos de la perspective européenne de l'Ukraine. Donc, il y a eu quand même une volonté claire de part de hautes fonctionnaires européennes. Et donc, dans ce cas, il y a eu une autre proposition encore. Donc, que c'était aussi très bien mentionné par notre cher collègue Guesselin, qui en fait, oui, il s'agit d'une communauté politique européenne, et en fait c'est un petit peu une autre formule où les pays de Balkans pouvaient quand même s'intégrer, avoir autant de avantages qui concernent un petit peu le marché unique, mais c'est un marché très difficile à s'intégrer. Donc le marché unique même a tellement de directives et tellement une structure assez affinée, et ne pas oublier que les pays de Balkans n'ont pas beaucoup à exporter. Donc, il y a quand même une autorité de concurrence au sein de l'Union européenne qui protège évidemment d'un côté ce pays qui ont moins d'opportunités. Donc, il faut vraiment voir les formules plus en détail. Donc, dans une première instance, il y a eu un document politique que on pensait qu'il circulait. C'était un petit peu difficile de l'obtenir. En fait, c'était même, on s'est basé un petit peu par de déclarations politiques même du président et de ses porte-paroles. Et par après, on a pu voir un petit peu les buts. En fait, c'est pour ça que personnellement, je me pose quelques questions si ce sont 2 formules qui sont bien détaillées et bien pensées pour vraiment intégrer ces pays de région dans l'Union, ou c'est plutôt juste une proposition pour un petit peu remporter encore l'agenda européen et laisser, comme je l'ai déjà mentionné, ces pays dans la salle d'attente. Pour cela, il faut quand même une autre conférence à part, je pense. Personnellement, je suis au contraire de créer tous ces types de formules pour créer ce type de citoyens de premier rang et de 2e rang au sein de l'Union. Merci. Peut-être peut-on ajouter qu'il y avait la volonté de sortir, à travers cette proposition, sans doute imparfaite et en tout cas imprécise, qui méritait peut-être d'être discutée, l'idée que c'était un moyen de trouver une porte de sortie entre ces 2 objectifs un peu contradictoires, l'un qui est d'intégrer ces États et l'autre qui est de dire il faut d'abord réformer les traités. Alors, comme il est très difficile de réformer les traités, et les résultats des élections italiennes à la fin de la semaine vont rendre sans doute encore plus compliqué la réforme des traités, si on ne peut pas intégrer sans réformer les traités, mais que malgré tout on va intégrer, l'idée était de trouver une 3e voie en disant on les intègre non pas dans l'Union européenne tant qu'on n'a pas réformé les traités, mais on les met tout de même dans ce qu'on peut appeler une salle d'attente, mais une salle d'attente un peu améliorée, et peut-être retrouverait-on ici la Bellonung,
progressive en disant, bien, plutôt que de les laisser attendre 50 ans que nos traités soient réformés, on les met dans une nouvelle structure qui permettrait tout de même de les accueillir de manière un peu plus précise. Alors, je crois que cette solution a, comme toute solution, des avantages et des inconvénients. Et je crois qu'en tout cas, si on veut l'éclairer d'un côté un peu avantageux, c'est dans cette direction qu'il fallait aller. En tout cas, peut-être la position du président de la République en France était-elle celle-ci. Mais de fait, ça n'a pas emporté l'adhésion et je crois qu'on n'en parle plus beaucoup pour l'instant. Nur eine kleine Ergänzung. Ich glaube, dass dieser Vorschlag sehr stark praktisch von den neuen Kandidaten her gedacht ist, von Ukraine, Georgien und Moldau und weniger vom westlichen Balkan her. Der Vorschlag betrifft ja Kooperationsfelder, Infrastruktur, Sicherheitspolitik, Freizügigkeit, die besonders interessant sind für diese 3 Länder. Die Westbalkanstaaten sind schon weiter fortgeschritten, für die wäre das nicht so ein großer Gewinn, ja, diese Kooperationen aufzubauen. Und es wurde schon gesagt, die Ausführung müsste noch präzisiert werden. Wir bräuchten auch innerhalb der EU einen neuen Mechanismus, der die schrittweise Übernahme von EU-Recht ermöglicht. Das heißt, auch dieser Vorschlag würde bescheidenem Maße eine Reform der EU voraussetzen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass der Vorschlag gemacht wurde, auch weil wir in viele Richtungen jetzt denken müssen, um diese Blockade aufzulösen. Eh bien, je vois que les questions sont un peu épuisées, monsieur. Une dernière question, parce que nous sommes bientôt à l'issue de nos 2 heures. Et 2 heures, c'est bien, mais plus de 2 heures, ça peut être trop. Bonsoir. En fait, ma question, c'était pourquoi l'Allemagne est le seul pays, d'après M. Laurent Geslin, favorable à l'intégration des Balkans. Pourquoi l'Allemagne ma deuxième question, elle est un peu bête, mais pourquoi la Macédoine est devenue la Macédoine du Nord? Merci. Je peux peut-être essayer de répondre sur la Macédoine et laisser monsieur le député clarifier la position de l'Allemagne. La Macédoine était une ancienne république yougoslave, donc qui a été un pays dont les frontières ont été formalisées sous la Yougoslavie socialiste. À son indépendance, en 1991, la Macédoine s'est retrouvée avec des conflits identitaires de différents types. On l'a vu sur la question du nom avec la Grèce. Et le second, avec la Bulgarie, puisque les Bulgares considèrent que les Macédoniens et les gens qui parlent macédonien parlent en fait un dialecte bulgare. Et donc pour les Bulgares, mais les questions d'identité sont toujours extrêmement compliquées à définir, puisque de quel droit on refuse à quelqu'un l'identité qu'il veut lui-même s'accorder. C'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, pour le gouvernement bulgare et pour la majorité des citoyens bulgares, les Macédoniens font partie de l'histoire bulgare. Les Macédoniens et les Bulgares ont les mêmes héros, ont les mêmes poètes, ont les mêmes écrivains. Et la langue macédonienne, d'ailleurs, a été codifiée assez tardivement, durant le XXe siècle. Et la Macédoine n'a reçu une définition frontalière précise que durant la Yougoslavie socialiste. Donc c'est un pays extrêmement jeune. Et pour les Bulgares, l'identité macédonienne n'est qu'une variante de l'identité bulgare. Ce qui n'empêche pas que les Macédoniens se sont construits, leur identité s'est construite depuis maintenant un gros siècle, on va dire. Depuis la sortie de l'Empire ottoman durant les guerres de 1912-1913, on a la construction d'une identité progressive macédonienne. Et les gens en Macédoine considèrent cette identité comme étant la leur et comme étant tout à fait acceptable et tout à fait légitime. Donc on a un conflit extrêmement dur à appréhender puisqu'il touche l'identité même des gens et des citoyens des 2 États. Et quand les Bulgares demandent aux Macédoniens d'accepter leur identité bulgare, d'accepter que leurs écrivains soient bulgares, d'accepter que leur langue ne soit qu'un dialecte bulgare, on peut comprendre que ça pose des problèmes en Macédoine, et on voit mal
comment, durant le processus d'intégration européenne, les Macédoniens vont changer d'avis et d'un coup se décider effectivement de culture bulgare, ce qui pourrait leur permettre d'intégrer l'Union européenne. Dans le cas contraire, et c'est le problème de la réforme portée par la France, c'est que les Bulgares, s'ils estiment que les Macédoniens ne font pas assez d'efforts pour se revendiquer bulgares, ils pourront bloquer cette intégration européenne. Donc c'est un problème assez compliqué, assez complexe, et qui touche en plus l'identité propre des gens, ce qui est toujours un peu délicat. Vous évoquez à ce propos qu'il y a quelques années, pour lutter un peu contre la présence de l'anglais, les Français ont intégré dans leur constitution une disposition qui précisait dans la première version que le français est la langue de la République. Et les Belges ont dit, mais attendez, nous sommes un royaume et nous utilisons aussi le français. Et donc on a modifié la formule et on dit la langue de la République est le français, ce qui montre que le français dépasse les frontières de la France. Alors nous avons chacun nos problèmes d'identité. Monsieur le député, un mot sur la question qui a été posée ? Sur le fait de savoir pourquoi l'Allemagne est le pays qui, parmi les autres, est celui qui défend le plus l'intégration des pays du Balkan. Danke für die Blumen. Ich glaube aber, dass diese Bereitschaft und das Engagement deutlich breiter fußt innerhalb der Europäischen Union. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. In den letzten Monaten gab es eine sehr breite Initiative aus Slowenien, aus Österreich, aber auch der Versuch aus den skandinavischen Ländern, und die Niederlande haben sich auch bewegt und Deutschland auch, sich zu öffnen den Westbalkan gegenüber. Man erkennt die Herausforderungen, die da sind und auch die Notwendigkeit, spätestens jetzt seit dem Ausbruch beziehungsweise seit der neuen Invasion, der größeren Invasion Russlands auf die Ukraine, wie wichtig es ist, den westlichen Balkan an sich zu binden, weil in dem westlichen Balkan in den letzten Jahren Europa beziehungsweise die EU ein Vakuum hinterlassen hat. Aber nochmal zurückzukommen, warum das so wichtig ist, sich überhaupt mit dieser Westbalkanregion zu befassen. Ich habe nebenbei die Zeit genutzt, nochmal ein paar Zahlen aufzuschreiben, damit wir es nicht vergessen. Den Westbalkan dürfen wir nicht vergessen, weil es europäische Pflicht und Verantwortung ist, die Geschichte, die dort in den 90er Jahren passiert ist, niemals zu vergessen. Von 91 bis 98 über 100.000 Tote, über 2 Millionen Vertriebene, Genozid von Srebrenica. Deutschland hat zum ersten Mal wieder nach 1998 entschieden, Soldatinnen beziehungsweise Kampfjets zu schicken, weil es um die Bombardierung von Belgrad ging. All diese Ereignisse in den 90er Jahren, die zur europäischen Geschichte gehören. Noch einmal der Genozid von Srebrenica seit 1945, das grausamste humanitäre Verbrechen in Europa, was es gab. Und jetzt wieder, und ich habe zur Vorbereitung dieser heutigen Veranstaltung ein sehr beeindruckendes Interview auch von Ihnen gelesen, Frau Professor Kalic im BR-Kult, als Sie sagten, dass vor 30 Jahren der Krieg in Bosnien-Herzegowina ausgebrochen ist und jetzt 30 Jahre später, nur 30 Jahre später haben wir in Europa, das heißt in einem Nicht-EU-Staat, wieder einen sehr bitteren, harten, brutalen Krieg, wo wir am Ende eventuell auch erneut über Massaker sprechen müssen oder auch über einen Völkermord, was ja jetzt gerade geprüft wird. Und wenn wir nicht wollen, dass die Ukraine in Anführungsstrichen Schule macht, das, was dort passiert, Schule macht, und wenn wir nicht vergessen wollen, welche Pflichten wir haben aufgrund der 90er Jahre, dann müssen wir, haben wir als Deutschland erkannt, schon seit Jahren, aber jetzt noch deutlicher, weil das auch befeuert wird nochmal durch die Ereignisse in der Ukraine, dass wir den Westbalkan brauchen als eine stabile Region, als eine Region, die europäisch denkt, europäisch fühlt und europäisch handelt. Und ich glaube, dass das Potenzial da ist. Und Sie merken ja, dass ich ziemlich optimistisch bin und ziemlich sehr brenne für diese Region. Und ich brenne so für diese Region, bin optimistisch, weil diese Menschen tagtäglich mit Pessimismus, mit Provokation und mit Elendgeschichten konfrontiert sind. Und irgendwo muss es auch einen Ausgleich geben für diese Menschen, dass es doch Optimismus auch noch gibt. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sie heute in Paris das Thema zum Thema machen, dass wir nicht den Glauben verlieren und dass wir gemeinsam weiter Hoffnung, Glaube, aber auch konkretes politisches Handeln formulieren, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammen. Denn ich bin mir sehr sicher, die Mehrheit der Bevölkerung im Westbalkan und in der Diaspora, das heißt die Menschen, die im Ausland leben, haben, wie gesagt, den EU-Gedanken, tragen den in sich.
und lassen Sie versuchen, den zu nutzen. Und das wäre mein Abschlusswort für die Runde. Daran werde ich arbeiten die nächsten 3 Jahre. Deshalb bin ich im Auswärtigen Ausschuss, auch im Verteidigungsausschuss, Rapporteur für Western Balkan, also der Berichterstatter für den westlichen Balkan. Und ich sage zum Abschluss gerne, wie wollen wir es mit China aufnehmen, wenn wir nicht einmal die Probleme auf dem westlichen Balkan lösen können? Also lassen Sie uns das als Motivation und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Mais écoutez, après ce morceau de bravoure parlementaire, je ne peux plus ajouter un mot de la fin. En tout cas, je crois que cette soirée a été effectivement, comme vous le disiez, monsieur le député, très utile pour nous tous, pour échanger les points de vue, pour nous rendre compte que, à la fois de manière utilitariste, pour des intérêts économiques, pour des intérêts sécuritaires, l'intégration est importante, que c'est également une obligation morale pour que ce que nous avons vu se produire il y a quelques années ne se reproduise pas. Bien entendu, comme tout dans la vie, cela n'ira pas sans difficulté et il faudra suivre eh bien, quel sera le devenir de la communauté politique européenne qui sera à l'agenda du prochain sommet européen le 6 octobre. Merci à tous, les orateurs d'abord, le public pour sa patience également, et puis voilà de nombreux sujets de réflexion pour le futur. Je ne voudrais pas non plus terminer sans remercier les traducteurs sans lesquels nous n'aurions pas pu discuter. Bonne soirée. Et je crois qu'il y a un verre qui nous attend à côté.